juste de poser des questions. Moi, c'est quelque chose là, que d'être président des Jardins m'a apporté. Là. Puis à travers poser les questions, tu fais cheminer les gens, tu fais cheminer la discussion. Des fois, il faut se rendre à 4, 5, 6 questions. Puis là, tu finis par trouver le cœur de l'enjeu qu'on a. On oublie que Desjardins, là, ça a été fondé par un entrepreneur, là, Alphonse Desjardins, qui était sténographe à Ottawa, puis qui a entendu des députés parler en chambre comme quoi c'était inacceptable que des Canadiens français ne puissent pas avoir accès à du crédit. Je broyais dans mon char en me disant « Qu'est-ce que j'ai fait? » Le nombre de dimanches soirs que je jasais avec Julie, puis je disais « Oh, Julie, j'ai-tu pris la bonne décision? J'aurais-tu dû faire d'autres choses? » Qui je suis, Guy Cormier, quand je suis pas président des Jardins? Cette responsabilité-là, importante de prendre des décisions importantes, là, un Québécois sur deux fait affaire avec nous, ça vient avec un devoir, le devoir d'écouter le plus possible. Parce que s'il fallait que je prenne une décision, puis que cette information-là, elle existait, mais j'ai pas été la chercher, ben, c'est ma responsabilité à moi. Guy Cormier! Bonjour! Bienvenue à Un café avec Judith. Ben, merci de l'invitation. Je suis tellement excitée pour cet épisode-là. Je pense que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été excitée pour un épisode comme ça. Wow! Parce que je te connais, on se connaît. Mm-hmm. Ouais. Je te connais pas très bien, je connais pas ton histoire. Puis moi, ça me fascine comment un humain peut se rendre présidente chez Desjardins, dans le sens que moi, j'ai l'impression que j'ai un surhomme en face de moi. Non. T'es quelqu'un de bien normal qui a grandi sur la Rive-Sud de Montréal. Ah oui, dans quel coin? À Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal. Un petit gars de Varennes. Ouais, petit gars de Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal. Papa électricien qui a fait la Baie James, maman couturière à la maison. OK. Donc, une famille tout à fait normale, là, des années 70. Là, et puis, mais des parents qui m'ont appris à travailler. Bon, s'il y a une chose que mes deux parents m'ont appris, c'est l'importance du travail, de prendre ses responsabilités. Puis je pense que ça, moi, ça m'a guidé tout le long de ma vie jusqu'à maintenant. Le petit Guy, il voulait faire quoi quand il était... quand il se disait, quand je vais être grand, je vais être... Autonome. Autonome. Ouais. Pas autonome financièrement, Oui. autonome. Moi, à 12 ans, j'étais déjà camelot. À 14 ans, j'avais 2 jobs. Je voulais être autonome. Moi, là, c'était clair à travers le travail que mes parents faisaient, à travers les gens qui m'entouraient. J'avais le goût d'être responsable de ma vie. J'avais le goût de réaliser des choses. J'avais le goût d'avoir de l'impact. J'avais aucune idée que je deviendrais président des Jardins. J'avais aucune idée de la carrière que j'aurais. J'aurais aucune idée de ce que je ferais. Mais j'avais le goût d'être maître de ma vie. J'avais le goût de réussir. J'avais le goût d'entreprendre. C'est ça que j'avais le goût, essentiellement. Puis d'être autonome de mes décisions, de mes choix, puis d'avoir de la liberté. Donc, élève performant à l'école? Ben, ouais, dans le premier tiers, mais tu sais, pas un élève là, que c'est juste l'école qui est important. Le sport, c'est important. Les amis, c'est important. Ma famille, c'est important. Réussir à l'école, c'est important. Fait que oui, j'étais généralement quelqu'un de studieux, mais il y a des matières que j'aimais pas du tout. C'était pas mon domaine, là, tu sais, tout ce qui est la chimie, la physique, là, je performais pas là-dedans. J'aimais pas vraiment ça. Mais tout ce qui touchait là, aux sciences naturelles, les personnes, les gens, les affaires, ce qui connecte avec le monde, ben ça, j'aimais ça. Mais vraiment, une école, tu sais, moi, j'étais allé à Demortagne à Boucherville, Édouard Montpetit à Longueuil, après ça. Donc, c'est mon milieu à moi, là, tu sais. Donc, une jeunesse assez normale, traditionnelle, là. Tu sais, je veux dire, l'école, le travail, les chums, les amis, puis le sport, beaucoup de hockey, évidemment, là. Faisais-tu des niaiseries quand tu étais jeune? Ben, des niaiseries, ouais, je travaillais beaucoup. Des niaiseries, j'en ai fait comme tout le monde. Là. Je veux dire, tu sais, des parties où tu prends trop d'alcool, puis finalement, tu regrettes ce que tu as fait dans la soirée, peut-être. Des sports où tu fais des jokes, puis finalement, ben, c'est pas si drôle. Tu sais, donc, mais des niaiseries majeures qui ont des conséquences, non, ben, pas nécessairement. Parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un déjà très jeune. Derrière ce besoin d'autonomie-là, ben, il y avait aussi un grand besoin de responsabilité. Mon père, ma mère, je vous disais tantôt, ils ont été des bons modèles d'être des gens responsables. T'sais, on est responsable dans la vie de nos actes, on est responsable de nos décisions, puis on assume ce qu'on fait dans la vie. Donc, ça a été pas mal ça. Comment on inculque ça, la responsabilité à nos enfants?
Comment ils ont fait? L'exemple. Mes parents, c'était pas des parents. Mon père, ma mère, c'était pas des gens qui parlaient beaucoup. Ma mère, elle était couturière à la maison. Quand je revenais de l'école, à 3h30, 4h, quand j'avais 8 ans, quand j'avais 12 ans, ben, je voyais ma mère travailler à la maison. Mais elle était accueillante. Elle était toujours gentille. Elle était toujours là. Puis, mais je la voyais travailler. Mon père, ben, c'était un électricien. Donc, il partait tôt le matin. Il travaillait sur la construction. Donc, il partait vers... je me levais, puis il était déjà parti. Il était parti, puis il revenait des fois vers 3h15, 3h30, 4h à la maison. Fait que j'avais du temps le soir avec mon père pour parfois faire des sports, se lancer à la balle de baseball dans le cours en arrière, faire des activités. Donc, mais je voyais mes parents prendre leurs responsabilités. Mon père a construit sa maison lui-même. Il a construit son érablière avec ma mère. Mon père était toujours en train d'aider ses sœurs, ses frères quand il y avait des problèmes de déménagement ou des enjeux, qu'il fallait réparer quelque chose. C'est mon père qui allait. Alors, c'est clair que, puis ma mère, ben, elle était là pour la famille tout le temps. Donc, mes parents, ben, par l'exemple, pas nécessairement par les paroles, par l'exemple, me démontraient que, ben, il faut être responsable dans la vie, il faut prendre soin des autres, il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper de notre famille, de nos personnes. Moi, c'est ça qui m'a guidé beaucoup. Qui t'a guidé à travers ta carrière et ta vie personnelle, j'imagine. Oui, beaucoup plus ma vie personnelle au départ, avant ma carrière. Tu sais, c'est beaucoup plus ma vie personnelle. Moi, j'ai eu mes enfants très jeunes. Ah oui, à quel âge? J'avais Marc-Alexandre, je l'ai eu à 23 ans. Oui, puis Audrey-Anne à 25. Donc, j'avais hâte d'avoir une famille, j'avais hâte d'avoir mes enfants, j'avais hâte de grandir avec eux. Donc c'est ça. Donc, l'importance de la famille, l'importance des gens, ben, ça vient beaucoup de mes parents aussi, là. Mais j'imagine qu'avoir des enfants à 23 ans, ça te développe un sens de responsabilité beaucoup plus tôt que la moyenne des ours, là. Bien, ça développe plein de choses. Ça développe un sens de la responsabilité, mais ça amène du bonheur énormément. Là. Moi, je veux dire, d'avoir mes enfants jeunes, je suis quelqu'un qui est actif dans la vie. Je suis quelqu'un qui a le goût de faire des choses. Donc, d'avoir des enfants, bien, ça a multiplié la quantité d'activités à faire. Là. Je veux dire, les cours de natation, le ski, les élever, les devoirs, les activités de parents, tout ça. Donc, puis juste le bonheur que des enfants t'amènent de te redonner de l'amour, puis du sourire, puis des yeux pétillants parce que tu es leur héros, là, puis tu es leur père, puis tu leur apportes beaucoup dans leur vie. Puis aujourd'hui, de les voir, ils sont au début de la trentaine, puis de les voir être des adultes, d'être eux aussi devenus des parents, ben ça me rend super fier, là, tu sais. Quand est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu étudies en finance ou... Non, moi, j'ai de l'ambition. Je réalise assez vite que, comme je le disais, tout ce qui est sciences de la santé, chimie, physique, tout ce qui est manuel, c'est pas vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis. J'aime le monde des affaires. J'étais à Édouard Montpetit, j'étais en sciences administratives, je regarde un peu ce que j'ai le goût de faire. Puis c'est clair que, bon, le monde des affaires, là, l'entrepreneuriat, son entreprise, ça me stimule. Dès un jeune âge? Oui, dès mon jeune âge. Là, comment tu catches ça? Bien, parce que c'est l'autonomie. Pour moi, les entrepreneurs, ben c'est une façon d'être autonome, de réussir ses projets, de réaliser ses choses, d'être maître un peu de sa destinée, là. Alors, je me rappelle, à cet âge-là, j'ai le goût d'acheter des blocs appartements, j'ai le goût de faire des projets, j'ai investi déjà en bourse, tout ça. Donc, j'étais à Édouard Montpetit, j'ai du fun. Et là, je me dis, bon, ben il y a une école de gestion, d'administration qui s'appelle HEC Montréal. Et aussi, en affaires, ben, tu as aussi beaucoup du droit, tout ça. Donc, je m'inscris à deux choses. Je m'inscris à HEC. Pourquoi HEC? Parce que la première année, ils ont un tronc commun. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de choisir tout de suite ce que tu veux faire en affaires. Tu prends plein de cours, marketing, ressources humaines, finances, comptabilité, etc. Puis tu te spécialises un peu dans l'année 2, 3. Et à l'Université de Montréal, je me suis inscrit en droit. Et j'ai reçu, je me rappelle encore de cet été-là, je suis accepté en droit à l'Université de Montréal et je suis accepté à HEC. Et j'ai finalement choisi HEC parce que je sentais que j'avais plus de possibilités d'ouverture, puis j'avais moins à me préciser rapidement dans ce que je voulais faire plus tard dans ma vie, là, tu sais. C'est comme ça que c'est dessiné. Et est-ce que tu es super impliqué à l'école? Oui. Je dis oui. Oui. C'est clair que l'École des hautes études commerciales, HEC, c'est une école qui
qui encourage la première année l'engagement des étudiants. Hein. L'esprit d'équipe, le groupe, c'est toujours le même. Donc, moi, je me suis impliqué rapidement dans l'association étudiante pour un paquet de choses au niveau de la pédagogie, les cours, la formation. Je n'étais pas le gars qui était dans tous les parties parce qu'essentiellement, j'ai 23 ans, là, mes enfants, je suis déjà avec ma conjointe, tout ça. L'école est finie, là, mais comme je dis, je travaille pendant que je vais à l'école, tout ça. Mais c'est clair que l'engagement dans l'association étudiante était important pour moi. Là, c'était une façon de m'impliquer, de redonner un peu de mon temps, puis d'apprendre, de côtoyer des gens. Parce que là, est-ce que tu travailles déjà chez Desjardins? Non, à ce moment-là, je ne travaille pas chez Desjardins. Je travaille dans un Provigo. Okay. Dans un Provigo, comme emballeur, et puis après ça, sur le plancher. Tu as eu des enfants avec un salaire d'emballeur? Non. À ce moment-là, à 23 ans, j'ai fini l'université. Okay. Donc, à ce moment-là, je veux dire, pendant mon bac, là, je suis plus début vingtaine. Je travaille dans un Provigo. Je travaillais dans un endroit là, au niveau du golf. Donc, je fais 2-3 jobs et le bac en même temps. Et c'est après, quand j'ai terminé mon baccalauréat, où là, tu es à HEC, puis tu fais des études de cas pendant 3 ans, puis les études de cas commencent toujours par vous êtes président d'entreprise, vous êtes directeur général d'entreprise, vous êtes en charge de l'entreprise. Quand tu finis 3 ans à HEC, tu te dis, je vais être président de l'entreprise quand je vais sortir. Moi, je vais être directeur général de l'entreprise. Et là, on est en 91. Je finis mon bac et récession au Canada, au Québec, marché de l'immobilier en crise. Il n'y en a pas de job. Il n'y en a pas de job. J'en trouve pas. Et la première année et demie, je commence, j'ai vendu des fonds de placement, j'ai fait des appels les soirs pour démarcher des clients. J'ai vendu des téléphones cellulaires, des gros téléphones cellulaires avec le fil là, de la qu'on voit. Là, ça coûtait 1 500 $. Donc, j'ai butiné 2-3 jobs parce que j'avais pas de job, tout simplement. J'en trouvais pas là, dans mon domaine. Là, et ce n'est qu'à un moment donné que je reçois un appel de Desjardins qui voulait me former comme directeur de compte entreprise, qui voulait faire un programme. Puis pourquoi probablement Desjardins m'a appelé, c'est que depuis 6 à 8 mois, j'étais caissier. J'étais caissier dans des caisses. Donc, dans le fond, quand j'ai fini mon bac, la grosse job que j'ai accomplie, que j'ai trouvé, c'est d'être caissier dans une caisse à Montréal. Et probablement que par mon CV, dans leur banque de données, on dit on va solliciter ce gars-là pour voir s'il ne voudrait pas dans son programme de formation comme directeur de compte entreprise. Et c'est ce que eux qui t'ont contacté? Ils m'ont contacté, mais ils m'ont offert la possibilité d'embarquer dans un bassin de gens. Il y avait, je sais pas moi, des centaines de candidats, puis ils en retenaient 12 en entrevue. Et ces 12-là, l'objectif, c'était de les former pendant 1 année pour devenir directeur de compte entreprise comme tel. Puis j'ai été choisi dans ces 12-là. Mais ça, c'est arrivé là, à peu près 1 an après avoir fini mon bac. Marc-Alexandre est né à ce moment-là. Donc, c'est un peu ces conditions-là qui ont fait que j'ai commencé ma carrière chez Desjardins. Est-ce que tu te sens comment à ce moment-là, justement, quand tu es en recherche d'emploi, tu job-in, différents trucs? Tu vois-tu un peu Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es confiant face à la vie? Ce que je me sens le plus, pour moi, ça a été une grande dose d'humilité. Je veux dire, quand tu as 23, 22, 24 ans, tu es gonflé à bloc, tu es confiant, tu sors avec ton bac d'HEC, tu te dis, regarde, le monde m'appartient, je vais réussir, je vais faire plein de choses. Puis c'est tough, c'est difficile. Là. 1991-92, c'est des années, comme je disais, de ralentissement économique. Il y a moins de jobs, c'est plus difficile de trouver un emploi. Et donc, c'est de l'humilité. C'est-à-dire, OK, tout n'est pas donné d'envie, puis c'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas réussir. Donc, ça, pour moi, ça m'a apporté beaucoup d'humilité. Fait que je me sens un peu comme ça. Je me sens bon, coudonc, je suis bon, je suis capable. Donc, c'est un peu une dose d'humilité. Mais aussi, je me sens aussi en mode,
ben, qu'est-ce qui va se passer? Là? Je vais-tu réussir? Je vais-tu réaliser mes rêves? Je vais-tu réaliser mes ambitions? C'est le fun de vouloir être autonome, mais finalement, OK, il n'y a rien qui est donné dans la vie. Il faut travailler fort. C'est tough. Là, puis le troisième sentiment, c'est qu'effectivement, là, Marc-Alexandre est arrivé, donc c'est-tu stressant? Non, parce que je suis un homme foncièrement optimiste et positif dans la vie, mais je me dis, peut-être que c'est 2-3 jobs que je vais avoir là, avant que Desjardins arrive dans ma vie. Peut-être que ça va être ça. Là, puis ça rejoint mon petit côté entrepreneur, là, de OK, ben c'est correct, je fais 2-3 affaires en même temps, puis des projets, puis il va émerger quelque chose. Mais quand tu as 22, 23, 24 ans, tu as plein d'énergie. Moi, j'étais positif, puis je me disais, ben, je suis en train de construire ma vie, fait que c'est un bout difficile, là, mais on va passer à travers. Moi, je suis très positif sur notre jeunesse, encore plus au Québec. Parce que quand je regarde les 50 à 100 dernières années, là, on a une jeunesse aujourd'hui là, au Québec là, qui a, mettons, je sais pas, 16 ans, 18 ans, 20, 22 ans, qui déjà souvent parle une langue, en parle des fois déjà une deuxième, ce qui n'était pas mon cas, moi, comme tel, quand je suis sorti de l'école. Je ne maîtrisais pas l'anglais. Souvent, ces jeunes-là, en plus, ils ont déjà fait 1 voyage, 2 voyages. Ils ont sorti du Québec. Moi, là, je n'avais pas sorti du Québec ben. Ces jeunes-là baignent sur l'influence européenne, baignent sur l'influence américaine. Ce sont des jeunes qui travaillent déjà avec la technologie. Là. C'est une génération là, qui maîtrise bien la technologie et surtout qui a de l'intérêt à travailler avec la technologie, ce qui n'était pas le cas de ma génération ou de d'autres générations d'avant. Ce sont des jeunes aussi qui sont un peu, comme on dit des fois en anglais, là, tech-savvy. Là. Hein, ils ont de l'intérêt pour la technologie. Ils ont un côté entrepreneurial aussi. Le côté québécois, il y a de l'entrepreneuriat dans le Québec. Il y a du patenteux, il y a du goût de... Alors, c'est clair que moi, je n'aime pas comparer de génération en génération ou d'endroit en endroit, mais moi, je regarde aussi les atouts que notre jeunesse québécoise est là et j'ai confiance. Est-ce que ça va être facile? Ben, la réponse, c'est malheureusement non, parce que cette décennie-ci, moi, je considère que c'est une décennie qui est éminemment transformatrice dans la société. Là. Je veux dire, on regarde juste depuis 2020, là, c'est une pandémie, c'est de l'inflation à 9 %, c'est rupture des chaînes d'approvisionnement, c'est ralentissement économique, c'est l'arrivée du président américain, c'est les tarifs, c'est l'Ukraine, là, c'est l'Iran, après ça, c'était la Palestine, Israël. Je veux dire, on voit bien qu'on est dans une décennie où il se passe en 5 ans tellement plus d'affaires que de 2010 à 2020, où il s'est presque rien passé. Alors, c'est clair que pour notre jeunesse, ça peut paraître exigeant, un peu épeurant. En même temps, ben, ça peut paraître aussi stimulant parce qu'il y a plein de possibles, il y a plein d'opportunités. Mais moi, je demeure quand même relativement confiant et optimiste. Mais il faut s'en occuper, il faut les aider. J'adore ça. Tu viens de nous faire un pep. Je suis sûre qu'un pep talk. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui écoutent qui sont rassurés de t'entendre. Tu dirais que c'est quoi la période qui t'a amené le plus d'adversité, toi, dans ta vie? Je vais travailler fort. Je vais travailler fort. C'est pas une question d'être le premier parce qu'on sait qu'à la fin, le but, c'est de nous placer dans différentes caisses pour faire le travail. Mais c'est que je vais travailler fort. Puis quand j'ai ce premier emploi-là à Saint-Luc, près de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme directeur de compte entreprise, bien, quelques années plus tard, je me dis, OK, c'est le fun, j'aime ça. Je retourne faire une maîtrise à l'université. Parce qu'il faut que j'aille chercher d'autres atouts, d'autres outils dans mon coffre à outils pour parfaire mes connaissances, pour aller, dans le fond, regarder les 4, 5, 6 dernières années de mon expérience pratique, puis d'aller les reconfronter à un peu de théorie, de me confronter à d'autres personnes qui sont à la maîtrise avec moi, qui me challenge. Donc, ça a été ça, de toujours continuer à apprendre, à me développer, à me mettre dans des zones qui sont parfois un peu moins confortables, pour grandir puis pour aller chercher plus d'outils dans ton coffre à outils. Est-ce qu'à ce moment-là, je veux devenir président de Desjardins? La réponse, c'est non. Est-ce qu'à ce moment-là, je pense que je vais être dans l'équipe de direction de Desjardins? Absolument pas. J'essaie juste de mettre des outils de plus dans mon coffre à outils pour être prêt à. Prêt à quoi? Je sais pas, mais prêt à. Donc, dans ce nouveau poste-là, tu travailles beaucoup. C'est quoi tes super pouvoirs à ce moment-là? Tu sais, on a tous nos super pouvoirs, là, nos ondes de génie, nos ondes d'excellence. Quand je commence comme directeur de compte d'entreprise, je pense qu'à ce moment-là, mon entre-gens, le fait que déjà depuis 12-13 ans,
je travaille, je connecte avec du monde, je suis emballeur, je travaille dans une épicerie, un supermarché. Donc, les gens, les personnes, pour moi, c'est ce qui me stimule dans la vie. J'aime le monde, j'aime les gens, j'aime les écouter, j'aime construire avec les personnes, j'aime faire des projets, j'aime réaliser. Je pense que rapidement, dans cette job-là, ce qui clique, c'est que je connecte avec le monde. Je veux dire, les membres à la caisse, les entrepreneurs que je rencontre. Ils me stimulent, j'ai le goût de les aider, tout simplement. Alors ça fait que ça connecte, j'ai du plaisir. Ça, je pense que c'est un des éléments qui m'a grandement aidé. Puis le deuxième, c'est le goût d'apprendre. Vous avez devant vous, tu as devant toi quelqu'un qui a toujours le goût d'apprendre, qui a toujours le goût de découvrir, qui a toujours le goût d'essayer, il a toujours le goût de se lancer un peu dans le vide sans toujours être trop sûr ou tout sûr, mais OK, on va oser, on essaye. Donc, ça, pour moi, c'est les deux éléments, je pense, au début de ma carrière qui m'ont grandement aidé. Là. Parce que est-ce que tu es de l'école better done than perfect ou de notre côté, j'ai l'impression que tu mets quand même la barre assez haute dans ce que tu fais. Oui, vous avez t'as quelqu'un devant toi là, qui aime réussir, qui aime les choses bien faites, qui aime être reconnu pour les avoir réussi, puis qui aime bien les faire. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ça peut parfois devenir aussi un envers de médaille où la perfection que tu recherches peut t'empêcher de réaliser des projets intéressants, peut même te faire perdre des personnes autour de toi qui ont moins de fun à travailler avec toi parce que tu veux tellement un niveau de perfection, tu veux tellement un niveau d'ambition que, regarde, moi, je veux dire, c'est pas le processus qui est important, c'est aussi la finalité. Là. On réussit tout ce qu'on fait, puis de laisser de la place aux autres. Alors oui, j'étais rigoureux, oui, j'étais ambitieux, je le suis toujours, mais avec le temps, j'ai réalisé que l'important, c'est aussi le travail d'équipe, de réussir ensemble, d'avoir du plaisir ensemble à le faire. Là, tu sais. Là, ceux qui regardent sur YouTube, vous allez voir, là, mon crayon ne s'arrête pas. Ah ouais, j'ai plein de questions, tantôt, plein de notes. Avant de poursuivre plus loin, on a du café. Je sais que tu ne bois pas de café, mais non. Moi, j'en ai grandement besoin de mon café Escape. Habituellement, c'est Dave qui est là. Aujourd'hui, on a Woofy. Donc, on va boire du 4,30 de Escape et du... C'est quoi déjà l'autre? C'est un limited taille. Limited taille, le miel rouge. Le miel rouge wow. aussi en café filtre. Donc, wow. T'as quel âge aujourd'hui, Guy? 56. Si à 56 ans, t'as le goût de te lancer dans une nouvelle non, mais passion, je vais écouter, c'est sûr. Là, je bois pas de café très peu. Socialement, des fois, avec mon épouse, le soir, tranquillement. Là. Le soir? Oui, juste le soir. Là. C'est probablement le meilleur café que tu vas boire. Je vais goûter à ça. Oui, j'espère. Je travaille juste pour ça. Il est très beau, en tout cas. Et pendant que tu y goûtes, je vais prendre un moment aussi pour remercier nos commanditaires. Ce podcast-là existe en contrepartie à cause de l'équipe de EasySign qui sponsorise. Est-ce que tu les connais, EasySign? Non. C'est une technologie québécoise de signature, une solution de signature électronique. Donc, c'est une belle entreprise québécoise. Donc, pour faire compétition avec les géants américains, pourquoi ne pas consommer de la tech québécoise? Oui, EasySign. EasySign et la technologie et l'équipe de Caroline Charbonneau font ça. Je tiens aussi à remercier DXIM Technologies, donc Dominique Bourget, qui est rentré avec nous un dimanche pour installer toutes ces belles lumières, qui vient nous aider au moins une fois par semaine. L'endroit dans lequel on est aujourd'hui, là. Exactement. Wow. Tester des nouvelles caméras et tout. C'est vraiment un partenaire de choix. Donc, si vous voulez lancer un projet dans l'audio-vidéo, ou même dans le storage de données, Dominique, c'est votre gars, Artopex. Ah oui. Une belle entreprise québécoise. Avec Daniel. Ah oui. Belle entreprise québécoise. La gang d'Artopex ont eu la générosité de nous accueillir comme coloc et on était peut-être un petit peu dérangeants, s'excuse. Mais oui, Artopex, c'est une super belle entreprise québécoise pour tous vos besoins de meubles, mobilier, de fourniture de bureau. Ah, et Drew, l'agence publicitaire, je ne sais pas si tu les connais, mais qui nous aide à bâtir une assez grosse machine de guerre pour Matière Média en termes de HubSpot, intégration et tout. Donc, j'ai la chance d'avoir plein de beaux partenaires qui nous aident à construire cette business-là. C'est vraiment le fun et c'est pour ça que je suis très reconnaissante et je tiens à les remercier. Ah, bravo.
Tu as parlé de ton entre-gens. J'ai l'impression que ça, c'en est un de tes gros super pouvoirs. Est-ce que ça vient inné? C'est quelque chose qui se travaille avec le temps? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que... Est-ce que c'est inné? Non. Mais je pense qu'au départ, il y a quand même une dimension de sociabilité quand tu es jeune. Tu sais, faut que t'aimes... Moi, je pense que si je regarde ma jeunesse, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 8 ans, j'aimais être avec une gang, j'aimais être avec le monde, j'aimais être avec mes amis, je jouais beaucoup au hockey, donc faire du sport, donc les sports d'équipe. Donc ça, je pense qu'il y a quand même une dimension au départ dans mon cas qui fait que j'aimais être avec les gens, j'aimais avoir du plaisir. J'étais pas le gars là, tu sais, qui était toujours là, le clown de la soirée, le plus drôle, ou qui prenait toute la place dans une salle. Vraiment, vraiment pas. Tu sais, j'étais quand même avec la gang, bien relax, là, mais je pense que d'être avec le monde, d'interagir avec les gens, ça m'a, dans ma jeunesse, ça m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui. Moi, serais-tu d'accord avec ça? Je dis tout le temps que c'est la personne qui parle le plus dans un meeting qui a le plus de fun. Qui a le plus de fun? Oui. Ben moi, j'aurais répondu ça probablement dans ma vingtaine. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a bien des meetings que j'ai vraiment du fun, puis je parlais pas. J'aimais plus regarder les gens parler. J'aimais plus regarder la dynamique du groupe. J'aimais plus voir, regarde donc, cette personne-là est en train de faire avancer son idée, est en train de gagner son point. Regarde donc, à travers sa question, elle essaie de le faire cheminer. Donc, moi, dans un meeting, j'aime souvent aussi regarder la dynamique du groupe. Peut-être qu'aussi, peut-être que c'est un... Mais je disais pas ça parce que, justement, j'ai beaucoup de fun parce que je parle beaucoup. Puis oui, c'est vrai que je parle beaucoup dans mes meetings, mais mettons, c'est un des skill sets que j'essaie d'apprendre à mes jeunes. Tu sais, poser des questions. Tu sais, surtout, justement, si on fait de la vente et tout, c'est la personne qui parle le plus. Là. Fait que si tu t'intéresses sur moi, ce que j'ai... Genuinely, tu vas apprendre beaucoup, puis la personne va être comme « Ah, c'était donc un bon meeting. » Mais moi, c'est quelque chose de tellement... Ce que tu viens de dire, là, c'est une chose que j'ai développée avec le temps ou que j'ai réalisé, c'est que souvent, au lieu d'affirmer notre point ou de gagner notre point ou des fois, juste de poser des questions. Moi, c'est quelque chose là, que d'être président des Jardins m'a apporté. Là. Poser les questions. Puis à travers poser les questions, tu fais cheminer les gens, tu fais cheminer la discussion, tu fais cheminer l'évolution du projet, de la décision, de l'alignement qu'on va prendre, juste en posant des bonnes questions. T'sais. Puis des fois, il faut en poser quelques-unes pour aller au fond des choses. Là, hein. C'est pas juste la première question. Il ne faut pas arrêter à la première, à la deuxième. Des fois, il faut se rendre à 4, 5, 6 questions. Puis là, tu finis par trouver le cœur de l'enjeu qu'on a ou de ce qui ne va pas bien ou de ce qu'il faut corriger. Comment tu l'as appris, ça? Est-ce que tu te faisais coacher quand tu étais président? Moi, je n'étais pas quelqu'un qui avait un coach ou un mentor. Tu sais, depuis ma vingtaine, j'ai souvent cette question-là. As-tu eu des coachs, des mentors dans ta vingtaine, trentaine, quarantaine? Non. Mais j'avais des personnes que je m'inspirais en les regardant. Des personnes que je les regardais agir dans une réunion, je les regardais poser des questions, je les regardais comment elles étaient avec les autres personnes. Puis beaucoup d'entre elles, c'était des femmes en plus, beaucoup. Donc, ces gens-là m'ont grandement façonné, inspiré. Quand je suis devenu président, il n'y avait pas une personne, il n'y avait pas de mentor, il n'y avait pas de coach, mais il y avait des leaders dans la société que je regardais, qui m'inspiraient de par leur posture, de par leur calme ou de par le leadership que ces gens-là prenaient. Et ça m'inspirait dans mes réflexions. Là. Donc, comment tu l'apprends à poser des questions? Bien, tu l'apprends en faisant des erreurs. Tu as fait des erreurs, Guy? Oui, tu fais des erreurs. Puis là, tu te dis... Parce que une des choses que j'ai réalisées quand je suis devenu président du Mouvement des Jardins, c'est que la responsabilité d'être président, elle est tellement grande. Puis souvent, tu es la dernière personne à prendre la décision, ou quand les problèmes arrivent à mon bureau, c'est des problèmes que les gens n'ont pas pu régler avant, ou ils ont besoin d'un alignement de ma part, tout simplement. Cette responsabilité-là, importante de prendre des décisions importantes, là, un Québécois sur 2 fait affaire avec nous, presque 10 millions de Canadiens, ça vient avec un devoir, le devoir d'écouter le plus possible. Parce que s'il fallait que je prenne une décision, puis que cette information-là, elle existait,
mais je n'ai pas été la chercher, ben, c'est ma responsabilité à moi. Fait que quand je suis devenu président, c'est là que je me suis dit, j'ai vraiment pris la portée encore plus de, il faut que je pose encore plus de questions. Puis parfois, pas juste des questions aux gens qui m'entourent, là, que j'aille sur le terrain, que j'aille sur les étages, que j'aille dans les caisses, que j'aille dans les centres d'affaires, parler à des gens pour que ça m'alimente comme tel dans mes réflexions, mes décisions. Parce que s'il fallait que je prenne une décision, puis quelqu'un, 2-3 jours après, ou une semaine après, ou un moment, me dit, M. Cormier, on l'avait cette information-là, mais c'est juste que on ne l'a pas transmise ou vous ne l'avez pas demandé ou tout ça, mais je me disais, j'aurais peut-être pu éviter cette erreur-là, ou pas cette erreur-là, ou cette moins bonne décision-là. Donc, je pense que ça vient, la responsabilité d'être dans un poste d'importance ou de leadership où les décisions ont de l'impact sur beaucoup de personnes, ça vient avec le devoir d'écouter encore plus pour éviter, pour prendre les meilleures décisions. Je suis avec Véronica de chez Fuseau Voyage. Et là, je suis très excitée que ma gang puisse découvrir vos services chez Fuseau parce que moi, j'aime bien s'organiser des voyages, mais maudit que je trouve ça intense sur le temps et que je fais souvent des mauvais choix. Et aussi, je pense que je ne book pas toujours les voyages qui sont appropriés à ce que j'ai besoin. Donc, je me prête au jeu. Vas-y, de quoi ai-je besoin, Véro? La première chose que je vais te demander, c'est quoi ton voyage de rêve présentement? On commence par là. On commence sur la base. Mon voyage de rêve présentement, c'est un voyage que je discute avec Toto, Antoine, mon fils, depuis 2 ans, et c'est le Japon. Si, mettons, on s'arrête là, puis que je te demande ton année, Judith, comment ça va, là? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Je travaille vraiment beaucoup. C'est intense. Ça tourne vite dans ma tête. Ce que tu amènes, là, c'est un excellent point. Puis justement, Fuseau, ce qu'on a décidé de faire avec notre service de conciergerie aussi, là, c'est d'amener cette réflexion-là ailleurs. Qu'est-ce que tu as réellement besoin? Tes envies en ce moment. C'est quoi ton pace de vie qui fait que au final, on ne veut pas retrouver ton horaire chargé dans un voyage? Puis de se dire que c'était pas des vacances. Puis qu'est-ce que tu as besoin présentement? Donc là, avec ce que je te dis, est-ce que c'est encore le Japon, tu penses? Ton point d'horaire chargé, Oui. J'ai quasiment l'impression que je me book plus en vacances parce que je veux optimiser chaque minute. Je pense que c'est un bon point parce que tu veux justement optimiser les choses, mais comme ton cerveau, en plus d'entrepreneur, devient un peu un plan, puis c'est comme un plan d'affaires. Là. Tu t'en viens planifier ton voyage, tu l'organises toi-même, puis là, tu te dis, OK, là, j'embarque là-dedans, je planifie, j'optimise mes choses. Puis là, après ça, quand tu reviens de voyage ou quand tu es dans ton voyage, l'espèce de sentiment que c'est plus en mode liberté. C'est en mode, j'ai une liste de choses à cocher et à faire pour que finalement, quand tu reviennes, le sentiment que tu avais eu besoin avant le départ de te dire, OK, j'ai peut-être décroché du quotidien, mais je reviens quand même fatiguée parce que je suis allée à l'autre bout du monde, j'ai fait 25 heures de vol. Puis au-delà même de se dire que j'ai découvert plein de choses, puis je veux dire, le Japon, destination incroyable. Moi, je me demande juste parfois si on pense beaucoup à la destination, puis on s'oublie dans le processus. Moi, j'appelle ça des fois les vacances-voyages. Tu as le temps de te déposer. Tu sens que tu découvres une destination, mais à un rythme tellement plus relax que tu ne te sens pas obligé de faire plein de visites dans tes journées. Puis ça, à la fin, ça a vraiment un impact sur comment tu vas revenir. Puis tu vas dire, hey, ça, c'est le voyage que j'avais besoin en ce moment. Parce que je pense aussi que la préparation, ça fait partie de l'expérience. Puis ça, Fuseau, c'est là-dedans qu'on est bon. Et vous, à la maison, si vous voulez découvrir les services de Véro et de son équipe, allez voir le site web à fuseauvoyage.com. Retournons à quand tu es directeur de compte. C'est quoi les plus gros apprentissages que tu fais à ce moment-là? L'importance de l'équipe. L'importance de l'équipe. Je veux dire, quand je suis directeur de compte, rapidement, j'arrive, j'ai mon bac d'HEC, finalement, j'ai un emploi, j'arrive chez Desjardins, j'ai confiance, puis là, j'ai été formé pendant 12 mois, donc je suis prêt, donnez-moi le crayon, là, donnez-moi les outils, là, puis je vais y aller. Et là, tu réalises que tout seul, ben, tu feras pas grand-chose. Tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin de quelqu'un qui est aux finances. Tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne au niveau légal. Tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne au niveau des opérations. Donc, tu as besoin de gens autour de toi pour aider l'entrepreneur. Toi, tu es peut-être la personne physiquement comme directeur de compte qui accompagne l'entrepreneur, mais il y a une équipe avec toi qui fournit un paquet de services à cette entreprise-là. Donc,
c'est pas un one-man show. Donc, le premier apprentissage que j'ai eu, c'est, surtout dans une grande organisation comme Desjardins, c'est l'importance du travail d'équipe, c'est l'importance de bien s'entourer, c'est l'importance d'avoir des gens autour de toi qui ont un peu la même passion puis qui ont le goût d'apporter du bien aux entrepreneurs, aux gens qui nous entourent. Parce que dans la vie d'un entrepreneur, son directeur de compte, ça compte beaucoup quand même. Ça compte énormément, Ouais. énormément, parce que dans la vraie vie, cette personne-là, c'est clair qu'au début, puis tu sais, une des raisons pourquoi je suis retourné faire mon MBA au tournant des années 2000, c'est que j'ai réalisé rapidement que c'est le fun d'être directeur de compte entreprise, mais c'est pas ce qui me passionnait puis stimulait le plus. C'était l'entrepreneuriat qui me stimulait. C'était l'histoire des entrepreneurs. C'était leurs projets. C'était ce qu'ils ont le goût de réaliser. C'est ça qui me stimulait, bien plus que faire les analyses de crédit, puis autoriser les dossiers, puis faire une marge de crédit ou un financement. C'était aider l'entrepreneur à réaliser ses projets. Et c'est là que je me suis dit, en retournant faire mon MBA, ben j'avais de l'entrepreneuriat en moi, de l'intrapreneuriat chez Desjardins. Donc, je pense qu'un directeur de compte, c'est important pour un entrepreneur dans la mesure où cette personne-là, elle est aussi passionnée, c'est un gros mot, mais elle est très, très passionnée Absolument. par la réussite de l'entreprise. Ah oui, Puis elle vraiment. veut aider cette personne-là, puis ce groupe de personnes-là ou d'employés à réaliser leur projet. Alors, et c'est là que la relation, elle est hyper importante quand cette connexion-là fonctionne. Puis nous, chez Desjardins, on a même envoyé plusieurs de nos directeurs, directrices de compte dans des formations où c'était des entrepreneurs qui leur parlaient à ces directeurs, directrices de compte-là pour être capables d'emmener nos directeurs à être encore plus sensibles aux projets des entrepreneurs. Tu sais, je me rappelle un entrepreneur qui avait dit à un de nos directeurs, directrices de compte, il dit, écoutez, vous me demandez mes états financiers à chaque année. Ça vous tenterait pas de m'appeler des fois puis juste de me dire bravo, tu as eu une bonne année comme telle? Plutôt que juste me parler de la marge de crédit, du taux, des conditions de financement. Donc, on a mis beaucoup d'emphase avec nos directeurs, directrices pour les emmener à être encore plus sensibles, à être encore plus partenaires avec l'entreprise. Parce que, surtout en démarrage, bien, les entrepreneurs, ils vivent de l'insécurité, ils vivent de la détresse parfois, ils vivent des défis, ils vivent des montagnes escaladées. Le directeur, la directrice, c'est un des principaux alliés. Moi, je suis vendue Desjardins. Là. J'ai le cœur vert. Oui, je le sais, Judith, je le sais. Merci. Non, mais c'est grâce à ce que vous avez fait, là, dans le sens que la culture d'entreprise, je vais faire, on dirait que ce segment-là est commandité par Desjardins, puis pas du tout au contraire, là. Mais je suis une grande ambassadrice. J'ai le cœur vert, sûrement une coche de moins que toi, mais quand même. Est-ce que tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, pendant que tu racontais ce que tu disais, ça m'a... Vas-y. Je me rappelle plusieurs fois qu'on s'est rencontrés, Ouais. plusieurs beaux moments puis fun moments, là, mais vas-y. Donc, on s'est croisés à Adoptink. Quand... Oui, c'est vrai! Oui. Avec mais Nicolas, puis oui. on s'était pas tant parlé cette journée-là. Ouais. Quand j'avais été adoptée par Ouais. M. Alain Bouchard de chez Ouais. Couche-Tard, on s'est croisés un petit peu. Et pas longtemps après, mon directeur de compte, ça faisait, tu sais, c'était comme un hot seat, là, dans Ouais. le sens que vous aviez de la misère avec ce poste-là. Là. Il y avait une couple OK. de personnes qui tournaient. Puis Cookit étant la business qu'elle était une business qui était Ouais. quand même cash intensive, avec des petites marges, puis bon. Donc, moi, ma relation avec mon directeur de compte, je la voyais très, très importante. Puis là, quand j'étais obligée de raconter la même histoire à quelqu'un, tu sais, à quelqu'un de différent tous les 3-4 mois, je commençais à être tannée un peu. Fait que j'avais même pas ton adresse courriel, mais je me suis dit, bon, ben, mettons, chez Desjardins, la nomenclature des adresses courriels, ça doit être comme ça. Fait que je me suis dit, je vais y écrire. Oui, On va voir. Ouais. Ça va-tu bouncer back? On sait pas. Puis tu m'as répondu. Ouais. Hey, mais j'étais un bébé entrepreneur à ce moment-là. Tu sais, Cookit, c'était une business, je sais pas, là, 3 millions de chiffre d'affaires. J'avais peut-être 34, 35. Moi, que Guy Cormier, le président de Desjardins, puis tu sais, tu m'as répondu, ton adjoint a pris le dossier, puis tu peux être sûr que 3 minutes plus tard, je rentrais au compte comme à la succursale des entreprises. là. Ouais. Donc oui, fait que service très personnalisé. Non, mais tu sais. J'aurais pas raconté cette anecdote-là quand tu étais encore en poste parce que tu aurais eu beaucoup de courriels. Non, mais j'en ai eu plein, hein, parce que j'ai. Tu
sais, moi, j'aime les entrepreneurs fondamentalement. J'ai commencé pas comme entrepreneur, j'ai commencé comme directeur de compte. J'ai côtoyé des entrepreneurs toute ma vie. Quand je suis devenu directeur général de caisse au tournant des années 2000, j'ai continué de côtoyer des entrepreneurs, réaliser des projets dans nos communautés. Je suis devenu président de Desjardins. Ben, veux pas, par la force des choses, j'ai juste élargi la gamme d'entrepreneurs que je rencontre à travers Absolument. le Canada. Donc, j'ai tellement de respect, j'ai tellement d'appréciation, puis c'est tellement un investissement colossal de temps, d'énergie, de capital. Puis l'autre chose, quand je suis devenu président, rapidement, pour moi, c'était clair que je voulais... tu disais quel est un de mes super pouvoirs. Là, je trouve ça un peu, je vais dire, un des éléments pour moi qui est important, c'est la proximité. Moi, j'aime être proche des gens, je l'ai dit, là, ça fait plein de fois jusqu'à maintenant. Donc, la proximité. Puis je me disais, même en devenant président du Mouvement Desjardins, je veux rester une personne qui est accessible, qui est proche, qui incarne un côté humain. Puis j'en ai eu plein de courriels, des courriels d'entrepreneurs que j'essayais. Puis quand tu es président du Mouvement Desjardins au Québec, à un moment donné, c'est pas la première journée que ça t'arrive, là, mais en cours de route, tu réalises que c'est un poste qui te donne des privilèges, qui te donne du pouvoir, qui te donne accès à parler au premier ministre, à parler à des leaders de la société, à avoir de l'influence, à avoir des moyens financiers. Alors, en cours de route, à un moment donné, moi, c'était clair que c'était OK, oui, je vais gérer Desjardins le plus efficacement possible, puis avec, en générant le maximum de performance pour nos membres, pour nos clients, mais je veux aussi avoir le privilège, avec ce poste-là, d'essayer d'avoir de l'impact positif dans la société, puis d'avoir de l'impact positif sur les gens. Puis à chaque fois que j'ai eu des différentes demandes, comme la tienne, nos membres et clients, de dons et commandites, de soutien, d'accompagnement. Évidemment, ce que je trouvais difficile, c'est que je ne pouvais pas personnellement toujours les faire, il manquait de temps, mais j'ai essayé le plus possible d'aller le plus loin que je pouvais pour profiter, je vais prendre le mot profiter de la fonction que j'avais pour essayer d'avoir de l'impact positif dans la société puis auprès des gens, au-delà de dire, ben, je suis strictement le président du Mouvement Desjardins. Tu sais. Dans une grande organisation comme Desjardins, à quel point le président a un contrôle, a une grande influence sur la culture d'entreprise, d'organisation? Énorme. Énorme. En anglais, c'est tone at the top. Tone at the top. Tu sais, je veux dire, moi, quand je suis arrivé chez Desjardins, c'était assez simple. Hein, c'est 5 affaires. Hein. Je voulais travailler toujours dans l'intérêt des membres et clients. Je voulais ramener un Desjardins, amener un Desjardins encore plus près des membres et clients. Parce que tu as pris la présidence de Desjardins En 2016. En 2016. Ouais. En 2016. En 2016. Okay. On avait eu la crise financière de 2008. On avait eu des exigences importantes sur améliorer notre capitalisation, notre performance financière. Et puis, ça avait été super bien fait. J'étais membre de l'équipe de direction. J'adorais travailler dans l'équipe à ce moment-là. Mais parfois, on avait des indicateurs que, en termes de performance auprès de nos membres et clients, qualité de service, proactivité, il fallait améliorer certaines choses et c'est ça que je souhaitais. Puis j'avais 4 mots-clés. Je voulais amener un Desjardins qui était plus simple, plus humain, plus moderne, plus performant. Que ce soit plus simple de faire affaire avec Desjardins, que ce soit plus simple pour les employés de travailler entre eux, qu'on soit profondément humain comme organisation. Que les gens disaient, hey, quand on fait affaire avec Desjardins, c'est pas une machine, ça se décide pas ailleurs à travers le monde, c'est local. Qu'on soit moderne en termes de technologie, qu'on soit moderne dans notre pensée, qu'on soit moderne qu'on soit avant-gardiste, puis qu'on soit performant. Performant, ben c'est la qualité de service, c'est les parts de marché, c'est la croissance, c'est le volet financier, c'est la gestion de nos risques, tout ça. Alors pour moi, c'était ça que je voulais faire. Puis au départ, ça voulait dire qu'il faut travailler sur la culture de l'entreprise pour que 55 000 employés aient toujours un focus qu'on est là pour les membres et des clients. C'est ça notre objectif à la fin de la journée. Comment tu as fait ça? Comment vous avez fait j'ai ça? pas fait ça, oui, c'est ça. Non, c'est non, pas c'est moi. ça. Hein. C'est un travail d'équipe. Isabelle Garon, qui était à ce moment-là première vice-présidente, qui s'occupait de la dimension d'évolution culturelle, de la coopération. Quelle femme, d'ailleurs, disons-le. Oui, Isabelle, une personne qui a beaucoup de leadership. Après ça, un paquet de PVP dans l'équipe, Marie-Claude Boisvert aux entreprises. Après ça, Jean-Yves Bourgeois qui prend le relais. Donc, des gens qui avait le goût. Tu sais, ça commence par qui tu t'entoures. J'ai apporté des changements dans mon équipe de direction. Qui va t'entourer? Puis que ce soit des gens qui adhèrent à cette vision-là d'avoir un Desjardins qui est encore plus près des membres et des clients. Donc,
Ça commence par qui t'entoure. Après ça, c'est de se bâtir un plan de match, de travailler sur nos processus d'affaires, sur nos façons de faire. Après ça, c'est de revoir les outils d'évaluation de performance des gens, de revoir les programmes de rémunération. Je veux dire, quand je suis arrivé, une des décisions que j'ai prises, c'est que presque 40 à 45 des programmes de reconnaissance puis incitatifs vont être axés sur des mesures de satisfaction des membres et des clients, alors que ce n'était pas le cas avant. La pondération était moins grande. Donc, tu travailles sur les processus, tu travailles sur les mécanismes de rémunération, tu travailles sur les mécanismes, les attentes de rendement des employés, tu investis en technologie parce que tu sais que ça va t'aider énormément à rendre les choses plus simples, plus efficaces. Et la clé, après, c'est de répéter, répéter, répéter. Et moi, mon outil que j'ai utilisé personnellement, mais avec toute l'équipe, c'est la communication. Moi, à tous les 2 mois, 3 mois, je parlais aux 55 000 employés. Oui. Quand je suis arrivé au début, les gens disaient « Guy, on ne peut pas faire ça. » Je dis « Non, trouvez le moyen que je puisse parler aux 55 000 employés. » Parce que, je vous l'ai dit, la proximité, c'est important pour moi. Je veux, à tous les 2-3 mois, parler aux 55 000 employés. Vrai. Donc, de 8h30 à 9h30, on avait cette web conférence-là. Et ce que je faisais, c'est que j'avais pendant 20 à 25 minutes des messages qui tournaient toujours autour de « il faut travailler dans l'intérêt des membres et clients, il faut être plus simple, plus humain, plus moderne, plus performant. C'est ça qu'il faut faire. » Puis là, j'avais des messages, des exemples, des choses comme ça. Je faisais parler des collègues, on trouvait des situations. Puis après ça, pendant 30 à 35 minutes, je disais aux gens « posez-moi des questions ». Puis là, il y avait 40 000, 45 000 employés qui étaient branchés. Et là, je recevais des centaines et des centaines de questions. Et là, j'avais une équipe qui me les envoyait. Puis souvent, il y avait des questions qui tournaient toutes autour du même thème, tu sais. Et je répondais aux questions. Puis à travers les questions que les gens me posaient, on était capable de voir aussi qu'est-ce qui préoccupe les employés. Sur quoi on sent que leur attention est. Et il y avait un paquet de suggestions intéressantes que l'équipe de direction pouvait conserver, puis après ça, qu'on pouvait améliorer. Mais moi, mon outil pour faire évoluer ça, ça a été vraiment de communiquer, répéter, 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 répéter. Ça a été ça, la clé. Entre directeur de compte et président, j'ai l'impression qu'on a fast-forwardé un bout, puis c'est peut-être correct aussi, là, mais tu es devenu directeur de la succursale à Saint-Luc, c'est ça? Non, je suis devenu à ce moment-là directeur général. Quand j'ai fait mon MBA, c'était parce que je souhaitais devenir directeur général. J'aimais ça être directeur de compte, mais je le disais tantôt, j'ai de l'entrepreneuriat, j'ai de l'intrapreneuriat. Et chez Desjardins, je me disais, une des jobs où tu peux mettre de l'avant des habiletés d'entrepreneur, c'est d'être directeur général d'une caisse de 20 employés, 40 employés, 100 employés, 400 employés. Puis là, tu as un certain degré d'autonomie, mais tu es dans une grande organisation qu'est Desjardins. Alors, c'est pour ça. Mais à ce moment-là, j'ai 28, 29 ans. Je veux dire, les gens qui me regardent, remplis d'ambition, me disent, regarde, Guy, là, à 30 ans, là, avant d'être directeur général de caisse, là, calme-toi, tu es ben trop jeune. Là. Aux yeux de certains, je suis trop jeune. C'est d'ailleurs pas mal ça qui est tout le long de ma carrière. Alors, je retourne faire le MBA parce que, j'aime l'entrepreneuriat, j'ai le goût de challenger mes habiletés, mais aussi, j'ai le goût de mettre un outil additionnel dans mon coffre à outils qui va faire que, pour devenir directeur général, même si je suis jeune aux yeux de certaines personnes, je vais avoir été chercher un bagage additionnel avec ce diplôme-là. Et effectivement, à 32 ans, j'ai pu devenir directeur général d'une caisse dans l'ouest de l'île de Montréal, à Dollard-des-Ormeaux, une caisse de 20-25 employés. La directrice, à ce moment-là, quittait pour un autre mandat, puis elle a été hyper généreuse à mon égard, puis elle m'a aidé énormément. Elle a promotionné ma candidature, puis j'ai été choisi. Donc, c'est pour mon premier mandat de caisse dans l'ouest de l'île, comme DG à ce moment-là, dans un environnement qui n'est pas naturel. Je suis un gars de Varennes. Je suis un gars de Varennes, moi, de la Rive-Sud. On est là, ailleurs. je suis rendu dans l'ouest de l'île. Donc, anglais, communauté culturelle, monde plus allophone, anglophone, mais hyper stimulant. J'apprends, je découvre, je suis curieux. Alors, j'ai adoré ça. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Puis en 2005, je suis allé directeur général à ce moment-là. Il y avait une opportunité à la Caisse populaire d'Outremont, Ville-Mont-Royal. Et je suis devenu DG là. J'ai adoré ça. J'ai fait ça jusqu'en 2009. Donc, c'est ces années-là. Caisse versant du Mont-Royal maintenant. Ah, oui? Ça l'a fusionné. Donc, mais à ce moment-là, c'était Outremont. C'était là, ma caisse. Ah, mais c'est ça. Alors, j'étais DG là de 2005 à 2009, mais c'était Outremont à ce moment-là. C'était pas fusionné encore. Puis, justement, tu as dit
t'as dit une chose, on me disait que j'étais trop jeune. Est-ce que là, tu étais vraiment beaucoup... Quand tu deviens directeur de la caisse de DDO, est-ce que tu es beaucoup plus jeune que tes autres comparses? Oui, absolument, absolument. À ce moment-là, j'ai 32, 33 ans, je suis DG. Mes comparses, ils ont 40 ans et plus, oui, là, c'est comme ça. tel. 40 ans et plus. Là. Puis c'est quoi qui explique la différence? C'est que toi, tu n'as pas écouté ces commentaires-là, puis tu y as cru, puis tu t'es... Non, mais ce qui explique la différence, c'est, je pense, de l'ambition, avoir le goût de. Mais deuxièmement, moi, tu sais, tantôt, tu me posais la question sur mentor, coach. Je te disais, j'en ai pas, mais j'ai des personnes qui m'ont inspiré. Moi, tu sais, je veux dire, si Brigitte Dupuis, à la Caisse populaire de Saint-Luc, elle me choisit pas comme directeur de compte entreprise, ben je suis pas directeur de compte entreprise. Si Mercedes Beaulieu, qui est directrice de la Caisse à Dollars des Ormeaux, quand elle quitte, elle promotionne pas Guy Cormier, puis elle n'est pas derrière moi pour appeler les bonnes personnes chez Desjardins pour qu'on me nomme DG, au-delà des entrevues que j'ai faites. Je ne suis pas DG. Si André Lafortune, la présidente du conseil d'administration, elle ne prend pas le temps de me choisir comme DG à la Caisse d'Outremont, à ce moment-là, à Outremont, c'est une belle caisse à Montréal, puis j'ai 35-36 ans, il y a plein de monde qui la veut. Si André Lafortune ne fait pas confiance à un jeune, je ne suis pas DG à Outremont. Puis c'est Monique Leroux, en 2009, qui est présidente du mouvement Desjardins, appelle pas Guy Cormier pour lui dire « Hey, j'aimerais ça te rencontrer », puis que par la suite, dans les mois suivants, j'ai une opportunité d'aller travailler à la Fédération des caisses. J'ai pas la carrière que j'ai là. Donc, c'est un mélange d'ambition, mais moi, je dis souvent, dans la vie, il y a aussi des bonnes personnes au bon moment qui sont sur ton chemin. Puis moi, j'ai eu des bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont grandement aidé, malgré qu'aux yeux de certains, j'étais jeune. Absolument. Puis justement, l'importance du réseau, d'entretenir son réseau, on le répétera jamais assez. Là. Mais d'un autre côté, en fait, il n'y a pas de « mais » à ma phrase. D'un autre côté, ces gens-là, pour les rallier à notre cause, à notre quête de vouloir s'améliorer, d'avoir de l'ambition, c'est pas tout le monde que c'est naturel pour eux de faire ça non plus. Ben, Explique aux gens comment on fait ça, Guy. Ben, essentiellement, tu sais... Faisons un masterclass. Non, mais... tu sais, c'est d'être soi-même, là. Je pense que ces gens-là, les personnes que j'ai nommées, ont vu en Guy Cormier, en moi, quelqu'un de travaillant, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui veut réussir, qui veut bien faire les choses, quelqu'un qui a de l'entre-gens, ils ont dû voir des habiletés que je voyais probablement même pas moi à cet âge-là, parce que tu te vois pas tout le temps, tu t'analyses pas. Fait que, mais de sentir que cette personne est curieuse, elle a le goût d'apprendre, elle a le goût d'aller vers, elle s'ouvre, elle sort de sa zone de confort, elle accepte de se mettre dans des situations parfois pas toujours faciles, mais elle va chercher les personnes autour, les alliés. Fait que je pense que c'est, à la fin de la journée, c'est d'accepter de se mettre dans des postures ou des zones où on est un petit peu moins confortable, on est un peu fébrile, on est un peu inquiet. Tu sais, ça rejoint un petit peu... il y a de l'intrapreneuriat, il y a de l'entrepreneuriat, mais qu'en bout de ligne, il y a des gens autour de toi pour t'aider. Moi, c'est une de mes plus grandes leçons. Dans mes plus grands moments d'adversité, dans mes plus grands moments de difficulté, j'ai toujours pu compter sur des gens qui voulaient juste aider. Puis je pense que le dernier élément, c'est d'être fin avec le monde, d'être fin. C'est dur de demander aux gens de t'aider, c'est dur de demander aux gens de penser à toi, c'est dur de demander aux gens de te donner un coup de main s'ils ont l'impression que tu n'es pas fin avec les gens, tu n'es pas gentil avec le monde, tu n'es pas intéressé à ces personnes-là. Je pense que ça aussi, c'est important quand on veut bâtir un réseau de contacts ou quand on veut bâtir une coalition de personnes ou de groupes qui vont t'aider quand tu vas avoir des défis à vivre. Les gens, ils sentent ça très vite quand tu as un intérêt dans la relation que tu veux bâtir, puis qu'il est seulement soit pécunier ou juste dans un sens. Mais quand les gens, ils sentent que, non, c'est sincère, cette relation-là, ils savent, là, oui, qu'on essaie d'en bénéficier tous les deux, mais que tu es capable de redonner toi aussi, je pense que c'est là qu'on va chercher des alliés pour longtemps dans la vie, là. Donc, avant, toi, c'était Monique Leroux qui était là. Oui, Monique.
Tu travailles avec elle à partir de quand? En 2009, je deviens vice-président finance chez Desjardins. Je suis pas dans l'équipe restreinte de Monique, de Mme Leroux, mais je suis dans l'équipe des vice-présidents. Puis c'est vraiment à partir de 2012 que là, elle me demande de joindre son équipe de direction en charge de tout ce qui est le service aux particuliers. Parce que, donc, ça, c'est le poste que Jean-Yves Bourgeois occupe aujourd'hui. Il y avait non, c'est pas le poste. Jean-Yves était plus au niveau du service aux entreprises, les entrepreneurs. Moi, je suis plus au niveau du service des particuliers. Okay. Donc, les hypothèques, l'épargne, les services accédés, les services technologiques, tout ça, les caisses dans toutes les régions du Québec. OK, parfait. Comment ça, est-ce que ça en est un? De devenir PVP chez Desjardins, j'imagine que sortir de sa zone de confort, de se challenger, ça doit être un de ces moments-là. Énorme. Écoute, le jour où je reçois l'appel, j'ai 39 ans, je suis arrivé, je suis DG à la Caisse d'Outremont, ça va super bien. Il y a des discussions pour que ça devienne la caisse du versant de Mont-Royal avec Côte-des-Neiges, une plus grande caisse. J'adore la job que je fais. Je suis sur le terrain, je suis avec des entrepreneurs, je suis avec des gens, je suis avec la communauté. Et je reçois l'appel de Monique pour me dire, Guy, j'aimerais ça te rencontrer, puis j'aimerais ça qu'on... Au début, je pense vraiment même là, qu'elle m'appelle parce qu'elle veut juste la rétroaction d'un gars de terrain. Je suis même pas dans les... C'est juste 2 semaines avant la rencontre que je reçois un appel et me dire, vous pourriez amener votre CV. Je me cherche pas une job, moi, là. Je me cherche pas un mandat, là. Je suis heureux, là. J'adore ce que je fais. Mais, fait que je rencontre Mme Leroux puis d'autres personnes. Puis quelques semaines plus tard, on me rappelle. Puis là, on m'offre une opportunité à la Fédération. Ça a été une de mes décisions les plus difficiles parce que je m'étais engagé à rester à cette caisse-là longtemps, de faire la nouvelle caisse versant du Mont-Royal. Puis j'avais une autre belle opportunité. Et j'ai accepté. Mais ça a été probablement la période la plus difficile de ma vie et de ma carrière d'avoir accepté ça. Oui, parce Pourquoi? Que j'ai pas bien fait, bon, en anglais, ils disent mon due diligence, mon analyse de l'emploi dans lequel je m'en allais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que j'accepte ce défi-là. Je deviens vice-président finance chez Desjardins et je suis super excité. Je suis ambitieux. Et pour réaliser, après avoir accepté la job, tout ça, qu'il y a une centaine d'employés qui sont à Lévis, à Québec. Donc, il va falloir que j'aille travailler 2 jours à Québec. 3 jours, probablement, à Lévis. Pas catché ça avant. Et je n'avais pas catché ça avant. Puis 2, la personne que je vais aller remplacer à Lévis, c'est une personne qui, dans le fond, qui était très, très appréciée, très aimée. Et que je vais remplacer cette personne-là. Puis, ce qui rend le défi encore plus grand, c'est pas qu'il faut que j'aille travailler 2 jours par semaine ou 3 jours à Lévis, là, tu sais. Ce qui rend le défi plus grand, c'est qu'au tournant des années 2000, dans toute la belle histoire que je te raconte depuis tantôt, là, il y a un volet qui est moins le fun, c'est qu'après mon MBA, moi, je me suis séparé. Je me suis divorcé. Mes enfants étaient jeunes. Et j'ai la garde partagée. Puis, ça va bien. Mais là, s'il faut que j'aille 2 à 3 jours par semaine à Lévis, je vais moins voir mes jeunes enfants. Je vais moins voir mes enfants. Et là, je pars d'un endroit où je suis sur le terrain dans une caisse. Je travaille avec les gens, la communauté, les entrepreneurs. Et là, je m'en vais dans une job qui est plus en contact avec des membres et des clients, qui est en finance, avec des gens en comptabilité, des gens en finance, qui produit des rapports, qui soutient les caisses, qui soutient le mouvement Desjardins. On est au sortir de la crise financière. Donc, je vois plus mes enfants autant. Je monte à Québec, à Lévis, 2-3 jours semaine. Je gère un nouveau groupe d'employés. Pour certains, je suis le petit gars de Montréal qui vient prendre des jobs à Québec. Je suis le DG qui vient d'être nommé dans une job. Ça a été les 8 à 9 mois les plus difficiles de ma vie et de ma carrière. Le nombre de fois que je partais le lundi matin pour aller à Québec, puis tu sais, je broyais dans mon char en me disant « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne suis pas resté DG à la caisse puis j'ai pas pris cette décision-là? » Parce que
le nombre de fois que j'étais à Québec, je parlais à mes enfants le soir, puis, tu sais, des enfants 8 ans, 9 ans, 12 ans, puis là, tu raccroches, puis là, tu te dis, oh merde, je suis pas avec mes enfants, puis tout ça. Fait que ça a été une période extrêmement difficile, personnellement, puis professionnellement. Puis tu as perdu tes repères. À ce moment-là, j'avais perdu mes repères un peu. Fallait que je reconstruise un peu mon réseau. Fallait que je reconstruise mes réalisations. Fait que j'avais sous-estimé comment ce job-là, elle aurait un impact plus difficile que je pensais. Ça a été plus facile les mois après être devenu président du Mouvement Desjardins que ces mois-là. Puis aujourd'hui, avec du recul, ces 8-9 mois-là, ils m'ont construit, ils m'ont aidé énormément. Puis c'est seulement il y a 4-5 ans que mes enfants, à un moment donné, m'ont dit, tu sais, pas, là, arrête de te sentir coupable là, parce que tu étais à Québec, puis tout ça. Tu sais, nous, on savait que tu étais heureux, puis que tu performais, puis que tu réalisais un projet, puis une ambition, puis tout ça, tu sais, puis on t'aime quand même. Mais le sentiment, comme papa, de ne pas être autant là pour tes enfants, j'avais une nouvelle conjointe, Julie, à ce moment-là, de ne pas être autant là pour Julie. Julie avait des enfants, Emerson, Mélissa, de ne pas être autant là pour Emerson, Mélissa. Puis on a reformé une super de belle famille, toutes les 4 ensemble, tu sais. Mais là, de moins être présent, puis je le disais tantôt, là, la proximité pour moi, les gens, les personnes. Fait que là, j'étais moins présent pour ma famille pendant cette période-là. Ça a été une période difficile. Est-ce que tu as douté? Dans le sens que, parce que maintenant, quand on le regarde avec le post-mortem, on se dit, c'est sûr et certain qu'il y a justement tout ce changement-là. Puis sachant aujourd'hui l'histoire qu'on connaît, ça fait en sorte qu'on se dit, ben, c'était la porte d'entrée pour rentrer dans la fédération, puis de pay our dues, là, comme on pourrait dire. Hein. Non, le nombre de dimanches soirs que je jasais avec Julie, puis je disais, Julie, j'ai-tu pris la bonne décision? J'aurais-tu dû faire d'autres choses? Je passe moins de temps. Je sais pas, je doute que je vais être capable de réussir dans ce mandat-là. Je doute que j'ai des alliés. La réponse, c'est oui, j'ai douté plein de fois. Puis si Julie n'avait pas été là, juste regarde, on fait une autre semaine. Puis te rappelles-tu pourquoi tu as accepté, Guy? Pourquoi tu as accepté? Puis pourquoi tu avais le goût de changer? Puis là, on jasait de ça. OK, on fait une autre semaine. Mais le support de Julie, elle était bonne. Le soutien juste de dire, regarde, vas-y, lâche pas, puis tout ça. Fait que ça m'a énormément aidé. Puis là, à un moment donné, après une couple de mois, ben là, tu sais pas, t'as une petite réalisation, t'as un petit succès, tu reviens, puis cette semaine, ça a bien été. Puis là, tu reprends confiance, puis tu te reconstruis là-dedans, tu sais, mais ça a été... Mais oui, c'est ça, Julie, elle m'a énormément aidé dans ces semaines-là. L'importance du support de notre entourage. Hein? C'est fondamental. C'est pour ça que quand j'ai souhaité ou j'ai aspiré à devenir président du Mouvement Desjardins, ça a été très rapide, la volonté que Julie, que les 4 enfants, ils soient d'accord avec ce projet-là, puis qu'il y ait le goût que j'y aille, là, tu sais, dans le fond. Mais c'est ça, c'est parce qu'on se dit tous, je pense collectivement, que ça, justement, il doit avoir... pour être président de Desjardins, il faut payer le prix dans sa vie personnelle. Mm-hmm. C'est sûr. Il y a des sacrifices à faire. Mais tu sais, je le dis tout le temps, là, quand je suis dans des conférences, quand je parle à des gens, il y a des privilèges, il y a des grands moments de bonheur, mais il y a des sacrifices. Parfois, c'est au niveau de la famille, c'est parfois au niveau du temps. Tu sais, aujourd'hui, là, une des choses que je chéris le plus depuis que j'ai quitté Desjardins, c'est le temps. Mm-hmm. Moi, les 10 dernières années, il y a un paquet d'amis que j'ai pas pu voir comme tel. Parce que j'avais plus de temps, là. Je faisais juste travailler. Fait que quand j'avais pris du temps dans ma semaine pour le travail, quand j'avais pris du temps pour mes enfants, mon épouse, quand j'avais pris un peu de temps pour jouer au hockey et faire du sport, il n'en restait plus de temps, là, pour voir mes parents comme je le voudrais, pour voir des amis. Donc, il y a des amis que j'ai, il y a du social, des activités sociales, j'en avais moins, là. Il y a des activités sociales à cause que tu es président, mais tu sais, c'est pas la même chose, là. Donc, oui, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices importants à faire, mais à un moment donné, tu te dis, je fais ça pour une courte période de temps, ce ne sera pas toute ma vie. Puis 2, tu y vois plus d'avantages que d'inconvénients, mais c'est sûr qu'il y a des renonciations à faire ou des prix à payer. Tu sais, je veux dire, le sacrifice ultime que j'ai fait, là, moi, là, en 2019-2020,
Il y a eu la période de la fuite de renseignements chez Desjardins. Fait que pendant ces 6 mois-là, j'ai travaillé super, super, super gros. Puis il fallait régler la situation. Est arrivée la pandémie en mars. Puis mon père est décédé en mars 2020. Fait que moi, dans le fond, les 6 derniers mois de la vie de mon père, j'ai pas été avec mon père. Je l'ai pas vu. Parce que je travaillais, parce qu'il fallait que je règle les problèmes. Mais ça, c'est un sacrifice ultime, là. Je veux dire, ça ne pourra jamais revenir, là. J'ai pas passé le temps que j'aurais dû avec mon père dans les 6 à 8 derniers mois de sa vie. Point à la ligne. Mais ça, à un moment donné, il faut t'assumer dans la vie. Mm-hmm. T'assumes les décisions que tu prends, puis t'assumes les fonctions que tu occupes, puis t'assumes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Mais ça ne reviendra jamais, ça. Je trouve ça doux t'entendre. Je trouve ça doux t'entendre parce que justement, c'est comme d'accepter que l'équilibre. Tu sais, on parle beaucoup d'équilibre, de bon. Puis autant je suis fan de ça, mais autant je me dis, tu ne peux pas être dans l'équilibre tout le temps. Non. La vie, des fois, tout dépendant de ce que tu veux faire dans la vie, mais ça prend des sacrifices. Il y a des périodes où, justement, t'en parles, là, où ce que tu donnes tout ce que tu as besoin de donner parce que l'objectif est plus grand que... Oui. Mais tu sais... Que ce soit personnellement, puis que j'ai pas l'impression que tu t'en veux aujourd'hui. J'ai l'impression que tu vis relativement bien avec ça, puis ton père, il t'en a-tu voulu de pas avoir été Non, mais là? tu sais, moi, il y a 2-3 choses. La première, puis je la dis souvent, à un moment donné, il faut t'assumer dans la vie. T'assumes les décisions que tu prends, puis t'assumes les responsabilités, puis t'assumes les choix que tu fais. Oui. Puis il peut pas avoir juste des privilèges, puis des belles choses, puis des choses de fun parce que tu acceptes cette fonction-là, puis il n'y a pas d'envers de médaille. Puis l'envers de médaille vient avec. Fait que si tu n'es pas à l'aise avec l'envers de médaille, ben prends pas de job, ou prends pas le projet, ou prends pas le défi. Ça, c'est la première chose. Ça vient avec le temps, puis l'expérience, puis pas mal. Ouais. La deuxième chose sur l'équilibre, que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, puis je le dis à plein de jeunes, à plein de gens, je vois des gens qui se mettent une pression énorme, notamment beaucoup d'entrepreneurs. Moi, dans le cadre des défis que j'ai vécus dans ma carrière, j'ai relativisé le concept d'équilibre. Je veux dire, quand j'étais directeur de compte, dans ma vingtaine, un peu DG, début trentaine, mon équilibre pour moi, c'était que ma semaine soit équilibrée. Que ma semaine soit équilibrée. Oui. J'ai fait du sport, j'ai vu des amis, j'ai bien mangé, j'ai vu mes enfants, tout ça. Quand je suis devenu premier vice-président, membre de l'équipe de direction, oh là, je commence à être plus occupé. J'ai dit, il va falloir que mon mois soit équilibré. Quand je suis devenu président en 2016, c'était mon trimestre. Je vais essayer qu'en 3 mois, là, j'ai une vie équilibrée. Mais ça se peut que j'aie un mois là, qui est complètement désordonné, que je ne joue pas au hockey. Ça se peut qu'il y ait un mois que je vois moins mes enfants. Mais il en reste 2. Fait que j'ai essayé de temporiser le concept d'équilibre. Puis ça m'a fait du bien à moi personnellement, parce que quand j'avais des moments pas équilibrés, je me disais, non, mais c'est correct, là. Il reste du temps, là. Fait que ça m'a déchargé un peu d'enjeux de performance, de stress. Puis ça m'a permis à chaque 3 mois de prendre un moment, puis ça, je le faisais très rigoureusement, de planifier mon prochain 3 mois. Puis de vraiment aller mettre des dates, là. OK, ce soir-là, je vais aller souper avec Marc-Alexandre, je vais aller souper avec Audrey-Anne, je vais aller au hockey avec Emerson. Tu sais, du temps que je réservais en planifiant et de regarder mon dernier 3 mois aussi. Puis ça m'a amené de l'équilibre dans ma tête de OK, garde, Guy, tu réussis. Mais tu sais, tu peux pas dire je vais être président du Mouvement Desjardins puis je vais avoir une vie équilibrée, c'est de la foutaise. Là. Tu sais, je veux dire, il faut t'assumer. Puis il y a des choses que tu n'es pas capable de faire autant. J'ai pas été capable de voir autant mes amis, comme je le disais. Je n'ai pas fait autant de sport que je voulais. Là, je reprends du temps là, pour ça. Là. Mais moi, le volet de temporiser le concept d'équilibre, ça m'a amené beaucoup de calme dans ma vie. Absolument. Je trouve ça très doux à écouter. Très, très doux à écouter. Tu as parlé... ça fait longtemps qu'elle me trotte dans la tête, cette question-là. Tu as parlé de ton besoin de livrer des choses qui étaient parfaites. Mm-hmm. Puis, la phrase que tu as dit après, c'est
Par exemple, ça m'a fait perdre une couple de gens autour de moi parce que justement, peut-être que j'étais un peu, je sais pas, trop intense, trop perfectionniste. Ouais, trop. Des fois, Qu'est-ce c'est que tu trop. voulais dire? Dans le fond, c'est que dans le fond, tu souhaites réaliser, tu souhaites que ça fonctionne. Parfois, tu souhaites que ça fonctionne comme tu veux que ça fonctionne. Tu laisses moins de place aux gens autour de toi d'exprimer leurs idées, leurs points de vue, leurs perspectives. Puis les gens, ils te le disent pas en pleine face, ils te disent pas « OK, je m'en vais parce que tu me laisses pas de place ». Ce qu'ils font, c'est qu'ils quittent graduellement, ou ils s'impliquent moins dans le projet, ou ils s'expriment moins comme tel, parce qu'ils disent de toute façon, Guy va-tu écouter ou son idée est déjà toute faite, t'sais. Puis là, c'est sûr que il y a une version dans la vingtaine, il y a une version dans la trentaine, il y a une version dans la quarantaine, puis il y a une version dans la cinquantaine. Là, je veux dire, puis là, tu apprends avec le temps, puis tu réalises que, ouais, OK, finalement, si dans la. S'il y a une chose que j'aurais dû faire beaucoup mieux dans la vingtaine, c'est d'écouter encore plus. Dans la vingtaine, tu es convaincu que tu as raison, tu es convaincu que tu es confiant en toi, tu sais où tu t'en vas, puis t'écoutes un peu moins. Là. C'est vraiment au tournant de la trentaine, quarantaine, que tu dis, OK, je sais pas tout, moi, là, puis je connais pas tout, moi, là, puis c'est pas toujours moi qui ai raison, dans le fond. Puis là, tranquillement, tu t'ouvres, puis tu sais, cette idée-là est bonne, puis mais ça peut paraître menaçant parfois, parce que là, tu laisses de la place aux autres, puis là, les autres, quand tu leur laisses de la place, ils s'attendent à ce que tu leur donnes de la place, puis que tu écoutes un peu leur point de vue, puis que tu mettes en place, ou que tu mettes de l'avant les idées qu'ils ont mis aussi, là, tu sais. Même si toi, c'était peut-être pas comme ça que tu l'aurais fait. Fait que tu sors un peu de ta zone, mais c'est vraiment au tournant de la quarantaine que cette épiphanie-là arrive pour moi, là, parce que avant, là, je suis très confiant, je suis dynamique, je suis intense, puis on avance, puis on roule, tout ça. Mais parfois, tu ne vas pas chercher le meilleur de l'équipe autour de toi. Là, c'est plus ça. Je prends 2 minutes de votre temps pour vous parler de Matière Média, notre nouvelle entreprise. L'attention des gens s'est vraiment déplacée dans les dernières années. Les gens consomment presque plus de télé, de radio, de journaux traditionnels. Et maintenant, les gens consomment de l'Internet, des médias sociaux, du balado. Et si vous voulez faire découvrir vos produits, vos services, payez pas des montants faramineux pour un coup d'épée dans l'eau. Là où ça se passe, c'est chez Matière Média. Contactez-moi sur mon LinkedIn, Judith Fetzer, ou contactez-nous directement sur le site web de Matière Média pour qu'on parle de votre produit, de vos services. Puis on va pouvoir vous bâtir quelque chose de super personnalisé à travers nos propriétés et les propriétés qu'on représente. Que ce soit un café avec Judith, parenthèse, sexe oral, détestable, elle le balado et encore plus encore. Donc, pour faire connaître vos produits, vos services, votre entreprise, contactez-moi sur LinkedIn, Judith Fetzer, puis on va bâtir quelque chose de vraiment excitant ensemble. Je vous aime! Puis, pourquoi cette épiphanie-là, elle arrive dans la quarantaine? Parce que tu réalises que, oups, il y a des projets qui n'ont pas été aussi bien que tu voulais, puis il y a des décisions qui n'ont peut-être pas été aussi optimales que tu pensais. Puis finalement, ouais, le point de vue de cette personne-là, quand elle me l'a dit, là, sur le coup, je ne l'ai peut-être pas tout pris en considération, mais avec du recul, là, c'était quand même pas bête ce qu'elle m'a dit, cette personne-là. Puis au tournant de la quarantaine, j'arrive, c'est en plein le moment où je disais tantôt que je passe du temps à Québec, j'ai mon nouveau mandat de vice-président finance. Là, c'est pas le Guy en pleine possession de ses moyens comme directeur général à la Caisse d'Outremont, là, qui contrôle bien sa zone, qui sait très bien où il s'en va, qui a son équipe, puis qui avance à tous les jours. Là. Non, là, je suis déstabilisé. C'est des nouveaux collègues, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle dynamique politique. C'est moi qui a moins confiance, qui joue un petit peu avec... disons que je tiens mon bâton un petit peu plus serré, là, dans le fond. Fait que là, par la force des choses aussi, je me dis, OK, si je veux m'en sortir et je veux passer à travers, il faut que je rallie cette équipe-là. Il faut que je travaille avec ces gens-là. Fait qu'il faut que je leur laisse de la place. Il faut que je les écoute encore plus. C'est eux autres qui connaissent encore plus le métier. Fait qu'il y a un volet de maturité, un volet de maturité, je pense, humain normal, mais il y a aussi un contexte qui fait que je peux pas arriver et me dire, regarde, je sais, moi, fait que suivez-moi. Non, c'est pas ça, là. Je me suis sorti de ma zone de confort pour aller dans une autre zone. Travaille avec les gens qui sont là, écoute-les, donne-leur de la place. Puis c'est pour ça, je te dis, ce 6 à 9 mois-là, il a été hyper déterminant dans ma vie et dans ma carrière parce qu'il m'a ouvert les yeux sur un paquet de choses, parce que là, j'étais plus pantoute dans ma zone de confort.
Puis de ce que j'en comprends, c'est que tu es resté pas super longtemps dans cette fonction-là, puis tu es assez rapidement... Oui, je suis resté 3 ans. Je suis resté 3 ans. Je suis resté OK. 3 ans, c'est ça. 2009, 2010, Donc, 2011, quand tu parles puis du 6 à 2012. 9 mois, c'est la période d'acclimatation. Oui, c'est ça. La cette période zone de d'acclimatation, transition. la période d'intégration que j'ai trouvé très, très, très difficile pour toutes les raisons que j'ai dites. Après ça, ben, après 9 mois, 10 mois, oups, quand j'ai entamé ma deuxième année, ben là, j'avais une année derrière la cravate, je connaissais mieux les joueurs, j'avais été plus accepté par le groupe, j'avais été plus accepté par l'équipe. Les gens, ils reconnaissaient, OK, ben regarde Guy, voici ses atouts, puis voici ce qu'il apporte. Et là, ça a été mieux, là, tu sais. Mais ce que je trouvais difficile dans ce job-là, c'est de ne pas être en contact avec des membres et des clients. Moi, j'avais fait ma carrière sur le terrain avec des membres, des clients, des entrepreneurs, des gens de la communauté, des gens qui ont fait des projets. Là, j'étais plus dans une job administrative, moins en contact avec la clientèle. Ça, j'ai trouvé ça très, très difficile. Et quand je suis redevenu président, quand je suis devenu président du Mouvement Desjardins, bien là, j'avais l'impression de retomber dans ma job de DG où là, je reconnectais avec plein de gens. Là, c'est ça qui me stimulait énormément. Puis ça ressemble à quoi, un horaire de président de Desjardins? Ben, ça ressemble ben, il y a eu une évolution dans cet horaire-là. Je veux dire, quand tu commences la première année puis tu es président, tu travailles tout le temps. Samedi, dimanche, tu te mets dans une posture. Puis là, je le disais, là, je suis responsable, je suis ambitieux, je veux que les choses soient bien faites. Alors, tu performes, tu travailles. Puis avec du recul, avec le temps, tu réalises, OK, là, j'ai-tu tout besoin de faire ça? Là? Fait que là, à un moment donné, on parlait d'équilibre. Fait qu'une des décisions que j'ai prises assez rapidement, ben après un an, là, ça m'a quand même pris un an, c'est pas si rapide que ça, de dire, ben écoute, je vais essayer de protéger au moins une journée la fin de semaine. Je vais protéger une journée la fin de semaine, qui va être pour Julie, pour la famille, pour les enfants. Une journée. Pour vraiment dire, OK, j'essaie de décrocher un petit peu. Je suis pas plus loin que mes textos, je suis pas plus loin que mon téléphone, mais au moins, je suis pas en mode, je m'en vais dans mon bureau puis je travaille. Ça me fait du bien. Mais c'est clair que c'est des journées qui débutent à 6h30. Là, déjà, tu es en route pour le boulot. Tu regardes un peu ce qui se passe sur les marchés financiers, ce qui s'est passé à travers le monde. Puis le soir, ben ça finit à 9h, 9h30, là, parce que le soir, il y a soit des meetings, des réunions, ou il y a des activités, des balles, des soirées, des activités reconnaissance. Quand on est président du Mouvement Desjardins au Québec, puis au Canada maintenant, 30 à 40 des revenus viennent de l'extérieur du Québec. Puis moi, je voulais être un président proche. Donc, tu es sur le terrain, là. Tu es à Sept-Îles, tu es à Rouyn-Noranda, tu es à Amos, tu es à Latuc, tu es à Matane, tu es à Chicoutimi. Donc, les soirs, tu es sur la route, là, tu reprends le tour à 9h, 9h15, puis tu reviens à Montréal. Là, alors, mais c'était ça. Mais c'est hyper stimulant en même temps. Là, c'est un privilège. Là. Moi, mon adrénaline, mon énergie, je vais la chercher à travers côtoyer des gens. C'est ça qui me donne du gaz, moi. Rencontrer du monde, parler aux gens, les écouter. Fait que tu rembarques dans le tour, puis tu as passé un 3-4 heures avec des gens. C'est stimulant, là, dans le fond. Là. T'es pas en mode introverti qui a besoin de recharger ses batteries seul dans son coin. Ben, des fois, un petit peu. Quand on est président, je ne te cacherai pas qu'il y a des moments où moi, là, le sport, le privilège que j'ai eu, c'est que j'ai été capable d'être président puis d'avoir tous les vendredis soirs ma game ou mes 2 games de hockey. Ça, j'ai été capable de protéger ça parce que c'est rare le vendredi soir qu'il y a Tu jouais où? d'activité. Dans mon ouest de l'île à Montréal, là, dans le fond, dans mon ouest de l'île, dans ma ligue de garage. Donc, tous les vendredis soirs, j'ai été capable de jouer au hockey. Ça m'a fait énormément de bien parce que ça me relaxait. Puis les gars, ben, ils sont pas en mode, c'est pas le président Desjardins, là. C'est juste un gars qui joue au hockey. Fait que ça m'a vraiment changé les idées. Puis quand tu joues au hockey, généralement, tu penses à rien d'autre. T'es pas dans une chaise, en train de faire du ski alpin, puis tu penses. T'es pas en train de faire du jogging, puis tu penses. T'es pas en train de faire des haltères, puis tu penses. Non, tu joues au hockey. Fait que ton cerveau, il pense à rien d'autre. Moi, ça m'a énormément aidé. Fait que ça, je pense que ça fait du bien. Puis avec le temps, bien, à cause du bruit, à cause du chaos, à cause de l'intensité de la job, bien, il y a des moments où là, tu prends un peu de recul. Moi, j'ai le privilège là, sur la Rive-Sud d'avoir une érablière que mon père, ma mère ont construit. Donc, je passe beaucoup de temps dans le bois. Pour moi, ça me fait du bien. Tu sais, juste de temps des sucres, à l'automne dans le bois. Donc, juste avoir du temps tranquille, tout seul. On dirait que le temps, il arrête, là, il ralentit. Fait que ça m'a fait du bien. Puis des moments de lecture très, très, très tranquille, là, où je suis tout seul. Là. Fait que, il faut que tu balances un petit peu. Tu essaies de balancer.
On l'a effleuré rapidement tantôt, mais justement, sous ta présidence, il y a eu les fuites de données. Oui. Puis après ça, tu as dit, tiens, on travaille vraiment beaucoup après. J'avais comme pas catché, moi, à quel point cet événement-là enclenche comme. Bien, c'est parce qu'essentiellement, quand cet incident-là arrive, là, moi, quand on est président du Mouvement Desjardins en 2019, quand je préside Desjardins, là, ou quand on est dans la business qu'est Desjardins, là, nous, on ne vend pas d'automobile, on ne vend pas de bananes, il n'y a pas de produits, il y a de la confiance. Je veux dire, prendre une hypothèque, là, c'est assez intangible. Là. Une assurance automobile, c'est assez intangible. Donc, tu fais affaire avec Desjardins parce que tu as confiance dans cette organisation-là. Et quand arrive malheureusement cette situation-là, ben, tu sais très bien que ça se pourrait que les gens y aient moins confiance. Mais c'est ton super pouvoir que tu parlais tantôt, là, c'est ton super pouvoir, là, la confiance que les gens ont envers toi. Fait que là, tu te dis, OK, les gens vont peut-être... La confiance pourrait être affectée, première chose. Puis la deuxième chose, c'est que la vie, elle continue, là. Je veux dire, les gens, ils continuent de vouloir des hypothèques, ils continuent de vouloir des prêts entreprises, ils continuent de vouloir de l'assurance, ils continuent de vouloir être accompagnés en gestion de patrimoine, là. Tu peux pas dire, je mets Desjardins sur pause parce qu'il faut que je gère ça, moi, là. Donc, c'est de trouver, OK, il faut que je gère cette situation-là, redonner confiance, être sûr que les gens, OK, on sait où on s'en va. Et deux, continuer. Vous avez 7 à 8 millions de gens qui font affaire avec Desjardins, là, qui continuent d'avoir des besoins. Alors, c'est clair que on travaille méga fort, là, méga fort. Puis je remercierai jamais assez nos membres et nos clients d'avoir maintenu leur confiance envers Desjardins, d'avoir maintenu la confiance de dire, je continue de faire affaire avec eux, c'est pas une situation facile, puis je leur fais confiance. Puis aujourd'hui, ben, j'ai quitté la présidence de Desjardins en 2025, en 2026, là, en mars, puis je veux dire, les résultats, depuis la fuite, le mouvement a continué de croître, a continué de prendre de l'expansion, a continué de s'améliorer parce que les membres et clients continuent de nous faire confiance. Puis ça, je les remercierai jamais assez. De quoi es-tu le plus fier de ta présidence chez Desjardins? Aligner Desjardins sur ses membres et ses clients. J'ai sincèrement le sentiment que... Puis il y a encore plein de choses à améliorer. Puis il y a plein de situations qu'on peut faire mieux. Mais j'ai le sentiment qu'on a fait évoluer la culture de cette organisation-là pour que les membres et les clients prennent une place, la place qu'ils doivent avoir quand on est membre d'une coopérative financière. Mais moi, j'ai l'impression que tu as vraiment réussi ton mandat. Merci, t'es gentil. Vraiment. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas puis qui m'ont peut-être pas entendu le raconter 450 fois comme toi, mais tu sais, à travers la faillite avant, mais en fait, Desjardins a tout le temps été un partenaire de Cookit dès le début. Mm-hmm. Notre troisième code promo le plus utilisé de toute l'histoire de Cookit pendant ces 12 années-là, c'était un code promo, c'était Desjardins 50. Mm-hmm. Puis c'était un code, tu sais, il y avait comme bénéfice aux membres, là. Ouais. Puis vous nous mettiez en haut. Ouais. Puis quand j'arrivais dans ma caisse, il y avait des trucs Cookit. L'implication, tu sais, Adopting, une initiative que vous avez supportée des entrepreneurs, Créavenir. Tu sais, j'ai fait la campagne d'Edal Inc. Premier prêt 15 000. On a mis nos employés dans la chambre froide pendant 2 heures. C'est une anecdote de tournage que j'aime beaucoup, mais c'est pour faire moins de bruit. La prod avait demandé, tu sais, pouvez-vous faire quelque chose? Puis mon gestionnaire qui était sur le plancher a dit, ben on va lui mettre les employés dans le frigo. Puis nous, on ne savait pas. Puis 2 heures plus tard, on est sorti de tournage. Puis les employés avaient vraiment froid. Vraiment une super belle anecdote. C'est de l'engagement. Oui, c'est ça, voilà. Mais oui, puis même à travers les moments plus difficiles, tu sais, avec Yannick Normand, qui était mon directeur de compte chez Capital de risque, Desjardins Capital de risque, on s'écrit encore une fois tous les 2-3 mois. Tu sais, tout le monde... En tout cas, moi, j'ai... Mais tu sais... Puis justement, c'est comme... J'ai vraiment l'impression que c'est
la culture d'entreprise que toi et l'équipe et tu sais, que ça faisait... je pense que c'était naturellement important pour les gens qui venaient travailler chez Desjardins, cet engagement-là, mais d'aligner tout le monde dans cette direction-là, ça a fait en sorte que dans toute ma carrière d'entrepreneur depuis les 15 dernières années, j'ai tout le temps été témoin du support, de l'encouragement. Tu sais, juste, je sais pas si tu réalises à quel point... Excuse-le, mais tu sais, faire faillite, c'est quelque chose qui est quand même qui te fait vivre beaucoup de honte quand même. Et Jean-Yves Bourgeois, qui m'a accompagnée à toutes les fois que, tu sais, puis j'avais plein de monde là, chez Desjardins, Jean-Olivier Pilon, je lui parlais à quasiment tous les jours, qui était mon directeur des comptes spéciaux pendant quasiment 1 an, qui a donné du super de bon feedback, que Marc-Antoine, je me souviens plus de son nom, qui était chez Visa Desjardins. Tout ce beau monde-là, pendant 1 an, à tous les jours quasiment ou à toutes les semaines, je leur parlais, puis ils me soutenaient, puis il n'y a jamais personne qui a été comme... Puis fast forward 1 an plus tard, où moi, je suis encore dans ma zone de transition, où, bon, c'est plus cookit, mais qu'est-ce que ça va être mon futur? C'est pas encore super clair. Mais je reçois une invitation de toi et de Jean-Yves Bourgeois pour dire, Judith, est-ce que tu veux faire partie des entrepreneurs qui veulent nous accompagner au bal Lise Wattier? Ouais. J'ai encore de la crédibilité pour ces gens-là. Est-ce que tu comprends l'impact que ça a chez les gens? Mais c'est sûr que tu le comprends, mais comme... Mais tu sais, Judith, là, ton histoire, elle est hyper stimulante. Elle a été difficile, je suis convaincu. Il y a eu des moments hyper tough. Mais, tu sais, les gens, ils oublient, là. Ils oublient, là. Et ils regardent Desjardins aujourd'hui, là, puis ils se disent, Desjardins, c'est Desjardins. C'est comme une institution financière, tout ça. Mais quand je pose la question aux gens, dans des conférences ou de la formation, de me nommer des grands entrepreneurs québécois, généralement, là, les noms, c'est Alain Bouchard, Serge Godin, Guy Laliberté, Nicolas Duvernois. Des fois, ils vont se rendre à Jean Coutu. Des fois, ils vont se rendre à Joseph Armand-Bombardier. Mais ils ne vont jamais se rendre à Alphonse Desjardins. Ils ne vont jamais se rendre à Alphonse. Pourquoi? Parce que ça fait 126 ans. T'sais, mais on oublie que Desjardins, là, ça a été fondé par un entrepreneur. Un entrepreneur, là, Alphonse Desjardins, qui était sténographe à Ottawa, puis qui a entendu des députés parler en chambre comme quoi c'était inacceptable que des Canadiens français, à ce moment-là, des Québécois, Québécoises, ne puissent pas avoir accès à du crédit. Parce qu'à ce moment-là, en 1900, c'était difficile pour un Canadien français au Québec d'ouvrir un compte dans une institution financière, d'avoir accès à un prêt. Puis lui, là, ce gars-là, là, il a décidé de partir un projet pour fonder une patente, une entreprise qui va ramasser de l'épargne puis qui va prêter de l'argent. Puis il a parti son modèle d'affaires en 1900. Là. Il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de chat GPT, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. Là. Il envoie des lettres à des coopératives en Europe, puis il reçoit des réponses 3 mois plus tard en bateau. Puis il fonde Desjardins en 1900, dans une cuisine avec 137 personnes qui partent la première caisse populaire à Lévis. Fait que les gens, ils oublient parfois que Desjardins, là, c'est une entreprise qui est née d'un entrepreneur qui avait, en anglais ils disent un purpose, là, qui avait une mission à l'intérieur, là, c'est d'aider les Québécois, Québécoises à prendre leur place, à devenir autonomes financièrement. C'était ça, le rêve d'Alphonse Desjardins, que les Québécois, Québécoises deviennent autonomes financièrement. Puis aujourd'hui, 125 ans plus tard, ce rêve-là, il est toujours là. Mais il est maintenant à travers le Canada, il est à travers le monde. L'entreprise est rendue à 500 milliards. Mais ce désir-là de soutenir les entrepreneurs, de soutenir l'innovation, de prendre notre place, il est très, très vivant chez Desjardins parce qu'il est les racines même de notre fondateur, qui est de prendre un risque, d'oser, de construire, de développer. Puis vous n'en avez pas beaucoup d'entreprises au Québec qui sont commencées comme ça, puis aujourd'hui qui embauchent 55 000 employés, qui est un succès à travers le monde, puis qui génère autant d'impact dans la vie des gens. Mais à la base, ce projet-là,
C'est un projet d'un entrepreneur, Alphonse Desjardins, qui veut fonder quelque chose. Il ne veut pas devenir riche. Il ne pensait jamais que ça deviendrait gros comme ça. Il veut juste répondre à un besoin puis réaliser un projet. Puis lui et Dorimène Desjardins, parce que Dorimène Desjardins a joué un rôle énorme dans l'histoire de Desjardins, son épouse, ben c'est les racines même de notre groupe. Fait que c'est pour ça que ton histoire tantôt, là, cette dimension-là humaine, de sensibilité, d'accompagnement, ben elle est importante chez Desjardins. Ben, puis c'est ce qui fait en sorte que... C'est ce qui entraîne aussi la fidélité, là. Dans Ben- le sens que moi, il est hors de question. J'ai été approchée pour le balado par d'autres banques. Puis même si les discussions avancent peut-être pas nécessairement assez vite à mon goût avec le département, avec certains... Je vais pas dire ça comme ça, mais pour moi, j'aime mieux pas avoir de partenaire bancaire, mettons, dans le contexte du balado, que d'aller à quelque part d'autre parce que parce que justement, vous avez été là quand ça allait bien, mais quand ça allait moins bien aussi. Puis dans le futur aussi, chez Matière Média aussi, j'étais encore chez Desjardins, puis c'est encore... Ben, un merci. Mais tu as dit quelque chose dans ta phrase tantôt au début. C'est nous, là. Dans la période de la fuite de renseignements, là, il y a des journées qui sont pas faciles. Il y a des semaines et des mois qui sont pas faciles. Puis à un moment donné, je rencontre quelqu'un sur la rue qui me reconnaît évidemment parce que là, les gens me reconnaissent pas mal. Et il dit, M. Cormier, lâchez pas. Lâchez pas, M. Cormier. Vous travaillez fort, on le voit que vous travaillez fort, vous vous démenez, lâchez pas. Mais soyez pas inquiets. Soyez pas inquiets, on vous laissera pas tomber. Parce que Desjardins, c'est nous. Comme le c'est nous que tu viens de dire tantôt. Puis cette personne-là, c'est pas le bien qu'elle m'a fait. C'est fou, hein? Mais quand elle m'a dit, Desjardins, c'est nous. Puis derrière sa phrase, c'est nous, on vous lâchera pas. Puis c'est une période difficile, mais on vous fait confiance. Puis cette personne-là, elle ne sait pas, là, mais elle m'a donné de l'énergie puis du gaz parce que c'était une semaine qui était difficile là, à cette période-là. Puis tu viens de dire ça. Tu dis c'est nous, dans le fond. Bien, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est nous au Québec, c'est nous en Ontario, c'est nous au Canada, c'est nous dans nos activités d'assurance, c'est nous partout. Puis c'est des entrepreneurs comme toi qui nous font confiance à tous les jours. Là. Mm. Le temps file super rapidement, mais je veux quand même te poser la question, quand est-ce que vient... Est-ce que c'est un mandat fixe ou à un moment donné, tu te dis, bon, ben j'ai fait assez, je peux prendre... Non, c'est essentiellement, depuis les années 2000, c'est des mandats de 4 ans. C'est 2 mandats de 4 ans. Donc, quand j'arrive en 2016, mon mandat, il est pour 4 ans. Il devrait se terminer en 2020. Puis, quand arrive la période de renouvellement, tu peux renouveler, si tu le souhaites, pour un autre mandat de 4 ans maximum. Tu ne peux pas faire plus que 8 ans. Ça a été le cas pour Monique Leroux, ça a été le cas pour Alban D'Amour, puis ça a été le cas pour moi. Donc, je savais que ça serait jusqu'en 2024. Mais, à un moment donné, en 2022-2023, ce modèle-là de gouvernance, on se disait, ben, moi, j'étais un des plus jeunes présidents chez Desjardins. Fait que là, les gens se disaient, ben, on perd notre président, il est jeune, tout ça. C'est encore un modèle qui est pertinent. Les gens ont entrepris une réflexion, puis on a fait évoluer la gouvernance pour que dorénavant, c'est plus ce modèle-là qui existe. À partir de maintenant, mon successeur qui est en poste, il n'y a pas de terme de 4 ans plus 4 ans. Okay, il est en poste, puis après ça, ben, ce sera avec le conseil d'administration qui va gérer la dynamique là, dans le futur. Mais là, il débute, là, fait qu'il va être là super longtemps. Mais donc, c'est ça. Fait que moi, dans ma tête à moi, dès 2016, quand je regardais un peu ce qui s'était passé pour Mme Leroux puis M. D'Amour, je me disais, à la fin 2024, mon mandat est terminé. Et est-ce que tu voyais arriver cette date-là avec inquiétude, avec doute, avec très grande excitation? Non, non. Un mélange des deux. Des trois? Un mélange des deux. Tu sais, en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, tu penses pas à ça. Là. Tu travailles. Mais quand arrive... moi, je pensais terminer en 2024, puis là, on m'a demandé de rester 18 mois, 24 mois de plus pour faire cette transition-là dans la gouvernance. Mais moi, dès un peu la sortie de la pandémie en 2022, à ce moment-là, tu sais, j'ai 53 ans. Je me dis, je m'en vais pas en retraite, moi, là, en 2024, 2025. Là, je m'en vais 55, 56, 57. Mais qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Puis j'ai travaillé toute ma vie chez Desjardins, là, de caissier à président. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup. J'ai lu, j'ai rencontré un paquet de gens qui ont passé à travers des transitions comme celle que je vis. J'ai pris du temps de jaser avec mon épouse, tu sais, les gens qui m'entourent, pour essayer de voir
tu sais, qui je suis, Guy Cormier, quand je ne suis pas président de Desjardins. Parce qu'à la fin, le plus grand défi que les gens vivent quand ils ont des transitions comme celle que je vis, c'est l'identité. L'identité, le concept d'identité. J'étais président. À un moment donné, ton identité là, de ta vie, elle est intimement liée à ce qu'on fait dans la vie. Absolument. Hein? Mon identité, c'est d'être entrepreneur. Mon identité, c'est d'être présidente de Cookit. Mon identité, c'est d'être présidente des Jardins. Mon identité, c'est d'être premier ministre. Mon identité, c'est d'être joueur de hockey. Donc, ce qu'on fait dans la vie marque beaucoup notre identité. Puis l'identité, ben, ça a un impact dans notre qualité de vie, dans notre bonheur, dans notre confiance en soi, dans notre équilibre, dans plein de choses. Fait que j'ai passé beaucoup de temps dans le dernier 12 mois, 18 mois à dire qui je suis quand je ne suis pas président du Mouvement Desjardins. C'est quoi mes identités? Qui je suis? Qui es-tu? Ben, je suis un papa. Puis je suis un fils. Puis je suis un joueur de hockey. Puis je suis un acériculteur. Puis je suis un beau-frère. Puis je suis un... Donc, j'en ai trouvé 37 autres. Je suis 37 autres affaires, autres que d'être président du Mouvement Desjardins. Et ça te donne... Ça met en perspective les choses. Ça t'aide à prendre du recul. Ça t'aide à... En tout cas, moi, pour moi, là, personnellement, ça m'a aidé à transitionner, de dire, quand je suis plus président des Jardins, je suis pas plus rien, là. Je suis 37 autres affaires à des niveaux différents. Comment je trouve le moyen de m'épanouir dans ces 37 autres-là? Puis il va peut-être en développer une 38e, 39e. Oui, là. ça. Mais, puis je suis content d'être un papa. Puis là, je suis rendu un grand-papa en plus. Ah, là, je suis un grand-papa. OK. Fait que, et là, ces autres identités-là font que ben, je trouve le moyen d'être heureux, d'avoir du bonheur. Puis je réfléchis à travers ces identités-là à ben, c'est quoi mes super pouvoirs, c'est quoi mes atouts, les outils que j'ai dans mon coffre à outils pour faire les prochains défis peut-être qu'il y aura. Là, tu sais. Parce que veut pas, on a beau avoir ces 37 autres identités-là, reste que quand on est habitué d'avoir un agenda de premier ministre, de président d'entreprise, de chez Desjardins, du jour au lendemain, j'ai vu que lundi passé, t'as fait comme notre Justin Trudeau, puis t'es allé chez Patrick Morin ou Pratique Morin. Patrick Morin, oui. Comment on la vit, comme ce changement d'habitude, d'adrénaline? Oui. Bien, c'est d'être très conscient que cette fonction... C'était pas mon entreprise à moi, Desjardins. Ouais. C'est pas mon entreprise. J'ai pas mis mon capital, j'ai pas mis ma maison garantie. C'est un privilège d'être président Desjardins. Puis, président Desjardins, là, c'est une course à relais. C'est des présidences qui passent. Moi, j'étais la 12e, puis là, il y en a une 13e. Tu sais. Donc, c'est de sentir qu'on est privilégié pour une courte période de temps d'avoir ce poste-là, d'essayer d'avoir le plus d'impact qu'on peut, puis après ça, de dire, il va y avoir d'autres choses. Donc, c'est d'accepter ça. Parce que y a des gens, des fois, qui ne sont pas capables d'accepter qu'on quitte quelque chose, mais ça ne nous appartient pas, les choses. Là, un. Deux, c'était une belle transition chez Desjardins. Je veux dire, moi, on a annoncé mon successeur en juin 2025. Je suis resté en poste jusqu'en septembre. À ce moment-là, Denis a pris le relais en septembre. Puis je suis resté en accompagnement, en soutien jusqu'à notre assemblée annuelle de mars. Donc, j'ai eu le temps pendant 6 à 9 mois de bien faire la transition avec Denis. Et moi, en même temps, de faire ma transition à moi. Et là, le téléphone s'est mis à sonner, à réfléchir qu'est-ce que je veux faire, puis tout ça. Puis avant de dire oui à plein de choses, à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, qui je suis, puis comment je vois le reste de ma vie. Puis pas nécessairement de repartir tout de suite dans quelque chose, mais probablement de prendre un peu de recul, de prendre du recul avec les miens, puis de voir après ça à quel rythme. Est-ce que je veux reprendre quelque chose d'aussi intense? Est-ce que je veux faire ça différemment? Fait que aujourd'hui, je suis dans ces réflexions-là, dans le fond. Là. Dans le fond, j'essaie de m'amuser à réfléchir à quels seront mes 20, 30, 40 prochaines années de ma vie, dans le fond. Là, tu sais. Tu as l'impression que tu es à la moitié de ta vie? Oh oui, à 56 ans, moi, écoutez, il n'y a pas de raison qu'à 56 ans, je ne sois pas capable d'en rendre à 90, 100 ans, là, dans le fond. Là. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est à la retraite. Les gens me disaient, hey, vous êtes à la retraite, M. Cormier, oui, à la retraite. Je n'arrêterai pas. Là. Je suis à la retraite de Desjardins, mais j'ai encore des projets, j'ai encore des ambitions, j'ai encore des rêves, je suis en santé. Donc, je veux continuer d'avoir de l'impact dans la société, moi. Fait que livre, conférence, podcast? Non, mais c'est clair que c'est vraiment drôle, hein, parce qu'actuellement, il y a 3 grands blocs qui se dessinent. Le thème global là, de ces blocs-là, c'est redonner. Redonner. Je veux redonner.
Je veux continuer d'avoir de l'impact. Je veux partager. Puis il y a 3 blocs. Évidemment, il y a le bloc plus traditionnel que les gens voient, c'est-à-dire les conseils d'administration. Je suis très sollicité pour être sur des conseils. C'est une façon de redonner un peu, de repartager mon expérience. On verra où ça me mènera. Il y a tout ce qui est un peu de l'accompagnement. Tu sais, je suis à l'école d'entrepreneurship de Beauce, je donne des 24 heures. Il y a des gens qui me disent, ben Guy, appelez ça de l'accompagnement. Moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas mentor, là. Mais des gens qui ont besoin d'accompagnement, peut-être. Puis c'est drôle, ça s'arrêtait un peu, là, il y a quelques mois. Et là, en jasant avec des gens, les gens m'ont dit, tu sais, Guy, un bagage comme tu as de caissier à président, il n'y a pas grand monde qui a été président de Desjardins au Québec, gérer 55 000 personnes, tu es un gars qui a des habiletés de communication. Tu devrais donc aussi penser à redonner sous l'angle de communiquer, là. Et c'est là qu'il y a un 3e bloc qui s'est dessiné dans les derniers mois qui s'appelle le bloc communication. Et là-dedans, actuellement, là, Judith, c'est comme une boîte noire, mais c'est super excitant en même temps. C'est des podcasts, c'est des livres, c'est un livre, c'est des conférences, c'est des interventions médias pour expliquer parfois des choses de l'actualité financière économique. Et ça, c'est en train de prendre forme. Puis je me sens comme un entrepreneur dans ce bloc-là, dans le fond. Je suis super excité par ça. C'est vrai, en plus, mais oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on verra. On verra où. Mais je force pas les choses, je pousse pas. Je laisse émerger, je laisse aller. Puis, tu sais, j'étais à une étape où j'ai le goût de faire des choses que j'ai le fun, que je vais avoir du fun à faire. J'étais à une étape où j'ai le goût de faire des choses avec du monde, avec qui je vais avoir du fun. Puis j'étais à une étape où je veux avoir de l'impact positif dans la société. Je veux sentir que je contribue à aider quelqu'un, à aider une entreprise, à aider un projet, à faire avancer le Québec. Tu sais, c'est ça que je souhaite, là. Une des choses que j'adore dans ton histoire, il y a bien des affaires que j'adore dans ton histoire, mais c'est cette capacité-là de... Tu sais, on entend beaucoup d'entrepreneurs parler, faire des conférences, écrire des livres, etc., etc. Mais il y a cette notion d'entrepreneuriat, puis il y a quand même beaucoup plus de gens dans la société québécoise qui sont employés, qui ont leur propre business. Ouais. Puis justement, cette histoire-là, je l'adore parce que qu'est-ce que tu as appris, comment on le fait, quand on a de l'ambition, comment on fait pour monter les marches. Parce que je pense que c'est une des choses que les gens aiment le plus de ton histoire, là, c'est que t'es pas né avec une cuillère de riz dans la bouche. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non, vous avez pas une... avec toutes les connexions déjà préétablies, puis souper avec Lucien Bouchard le dimanche soir autour de la table de famille, qui est une histoire qu'on entend beaucoup, là, mais... Non, moi, je suis un pur produit québécois, là. Je veux dire, je suis un pur produit québécois qui était allé à l'école publique, au primaire, au secondaire, dans un cégep, qui était allé à l'université. Mon père, comme je disais, était électricien. Ma mère était couturière. J'ai une sœur. Tu sais, je veux dire, c'est juste tout normal, mon affaire. Il n'y a rien de compliqué, là. Mais c'est ça. J'avais de l'ambition. J'ai des bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont fait confiance. J'ai été au bon moment à la bonne place, tu sais. Puis tu sais, comment je dirais, il n'y a pas de bon ou mauvais moment, mais je dis souvent aux gens, il faut saisir nos opportunités dans la vie. Tu as quelqu'un devant toi. Moi, j'ai toujours dit oui aux opportunités. Puis tantôt, je vous parlais de mon parcours quand il fallait que j'aille à Lévis. Bon, celle-là, j'ai dit, je ne l'ai peut-être pas bien analysée. Mais moi, je saisis pas mal toutes les opportunités. Puis oui, j'aurais rêvé d'être un entrepreneur, mais par la force des choses, dans ma vingtaine, c'est pas ça qui s'est passé. Mais les habiletés entrepreneuriales, le goût de prendre des risques, le goût d'oser. Oui. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me qualifie plus d'intrapreneur. Puis c'est un terme qui a émergé. Mais tu sais, je suis un intrapreneur. Puis on a besoin de ça. On a besoin en tant que société. On a tellement de projets, puis on a tellement de défis à relever que absolument. Oui, absolument. Dernière question que je te pose, Guy. La question Easy Sign. Quelle est la signature qui a changé ta vie? La signature qui a changé ma vie. Oui. C'est la signature de Guy Lafleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Guy Lafleur, c'est mon idole. C'est mon idole, Guy Lafleur. Puis mon père, quand j'avais 6 ans, il m'a emmené au Forum. Puis il avait pris des bons billets dans les rouges. Il avait dû travailler fort pour payer ça parce que c'est... Puis il a réussi... Guy Lafleur était blessé. Il était en arrière du banc des joueurs avec son manteau de fourrure. Puis il a réussi à parler au gardien pour que je sois capable de passer par en dessous, m'en aller à côté du banc des joueurs, puis de demander à M. Lafleur à ce moment-là de me faire une signature, un autographe. J'avais 6-7 ans. Puis je m'en rappelle encore, je vous en parle, j'ai des frissons, je m'en rappelle, là.
puis il m'a regardé. Il était attentionnant envers moi. Puis je vais te raconter une histoire. Quand je suis devenu président, à chaque année, des fois, on prenait 1 ou 2 loges dans le Centre Bell, puis on invitait des organismes, des gens qui, malheureusement, ont des défis dans la vie. Et ce soir-là, on a la loge et je vais aller visiter. Je passe du temps dans la loge avec les gens. C'est un organisme pour femmes violentées et il y a 15 femmes dans la loge. Et il est convenu que Jeff Molson et Guy Lafleur vont venir saluer les gens. Alors, il arrive. Fin de la première période, salue les gens, salue les femmes, prennent des photos, on les rencontre, tout ça. Et là, Jeff Molson a un appel et il doit quitter. Donc, Guy Lafleur est dans la loge. Et là, la deuxième période recommence. Et les femmes se rassoient pour regarder le match. Et là, Guy Lafleur est dans la loge avec moi. C'est mon idole, là. C'est mon idole, là. Il me regarde, puis il me dit, Guy, on prend-tu une bière, tous les deux? Je capote, là. Mon idole me dit, on prend une bière. Et là, on a été pendant toute la deuxième période, assis, lui et moi, à un petit comptoir, à prendre une bière. Puis il m'a raconté plein de choses. Et beaucoup des habiletés. Pour moi, Guy Lafleur, là, c'est une idole, pas seulement sportive. C'est l'entre-gens, c'est le charisme, c'est la gentillesse, c'est l'intérêt envers les autres, c'est l'ambition, c'est la fougue. C'est ça, Guy Lafleur. Et moi, ça a été mon idole, autant au hockey que même personnellement, professionnellement. C'était un homme qui était affable, qui était gentil avec le monde. Et il m'a beaucoup inspiré. Fait que la signature de Guy Lafleur, pour moi, c'est éminemment important. Quelle magnifique histoire. Puis j'imagine que ça a un impact aussi de te dire... Tu sais, il y a quelque chose que... Tu sais, que ton père ait travaillé fort, gagné l'argent pour les billets, puis qu'il t'ait montré aussi que on peut se rendre, là. On peut essayer de trouver une façon là, c'est ton idole, parfait. We're on it, on va essayer tout le moins. Mon père, c'est un patenteux. Il a construit sa maison lui-même, il réparait tout. Fait que, tu sais, il y a un côté d'autonomie, de responsabilité qui vient de mon père. On comprend le personnage. OK, il y a un problème, on ne sait pas comment on va le régler, mais on se retrousse les manches, puis on le règle. Ben, ça vient de mon père. Merci pour ton temps. Merci, Judith. C'était vraiment agréable. Vraiment agréable. C'était vraiment le fun. Je nous souhaite à tous beaucoup plus de Guy Cormier dans nos oreilles. T'es donc gentil. Je suis sûre que les gens sont très contents d'avoir eu l'opportunité. Moi, je suis très enthousiaste d'avoir eu l'opportunité de t'écouter. J'ai trouvé ça doux, bienveillant, ambitieux. J'ai adoré mon moment. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment content. Puis je suis dans une période de ma vie où c'est une façon pour moi de redonner. Puis je suis en réflexion sur ma suite. Mais merci de m'avoir donné ce moment privilégié là avec toi, Judith. Puis je te souhaite le meilleur des succès. Tu parlais de Cookit, puis on a été content de t'accompagner dans les bons puis les moments plus difficiles. Mais je nous sens privilégié de continuer de t'accompagner dans cette belle aventure-là que tu as là. Merci de m'avoir invité. Merci. À la maison, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.